À peine le divorce prononcé, je tournais le dos à mon ex qui riait avec sa maîtresse enceinte. Alors que je quittais l'hôpital avec mon fils, le médecin a dit « Seul le père reste ». Son sourire a disparu. C'est officiellement terminé. À partir de maintenant, tu me permettras de fonder une famille saine. Dans le couloir silencieux de l'hôpital universitaire de Paris, la voix claire de Thierry résonna. À ses côtés se tenait une jeune femme caressant tendrement son ventre, qui commençait déjà à se voir. L'odeur douceâtre de son parfum se mêlait à l'arôme aseptique de désinfectant de l'hôpital, créant une atmosphère terriblement artificielle. Il y avait à peine 10 minutes que les tests exhaustifs sur la fonction cardiaque de mon fils, Lucas, avaient pris fin. Il essayait de reprendre son souffle, le visage pâle. Assis sur un banc froid de la salle d'attente, sous mes propres yeux, Thierry me tendit son téléphone portable directement devant le visage. Sur l'écran brillait la notification officielle du registre civil, confirmant que les papiers de divorce déposés ce matin-là avaient été traités avec succès. Toutes les formalités étaient terminées. Sophie porte mon enfant dans son ventre. Dans la voix de Thierry se filtra un soulagement indéniable, comme s'il s'était enfin libéré d'un lourd fardeau de nombreuses années. Sans regarder une seule fois le visage de Lucas, il planta ses yeux dans les miens, affichant un sourire triomphal. « Madame, merci pour tous vos efforts jusqu'à présent. À partir d'aujourd'hui, ce sera moi qui soutiendrai fermement Thierry. » La femme nommée Sophie fit une légère inclinaison de tête vers moi. À sa main gauche brillait une bague flambant neuve que je n'avais jamais vue. Dans ses yeux se lisait un mélange de supériorité et de pitié envers l'ex-femme, celle qui s'enfonçait dans l'obscurité, portant un enfant malade. Son expression montrait qu'elle n'avait pas le moindre doute que c'était elle qui sauvait Thierry et le guidait vers le bon avenir. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas, ni ne frappais la poitrine de Thierry, ni ne me jetais sur Sophie. Je serrais simplement en silence l'épais dossier contenant l'historique médical de Lucas et les documents concernant son futur traitement que je gardais dans mon sac. Mes ongles s'enfoncèrent dans la paume de ma main, me causant une légère douleur. Malgré tout, je leur rendis leur regard sans altérer le moins du monde mon expression. Thierry pensa sûrement qu'il m'avait complètement brisé. Une épouse sombre qui ne se souciait que de son fils malade et ne le considérait jamais comme un véritable mari. Il semblait sincèrement convaincu de sa propre victoire d'avoir fui cette femme et d'avoir réussi à fonder une nouvelle famille, jeune et saine. Le profil de Thierry irradiait une lumière que je n'avais jamais vue en 17 ans. Cependant, je n'étais pas écrasé par un sentiment de défaite. Je ne voulais simplement pas que Lucas entende plus de mots froids de son père. Je voulais en finir définitivement ce jour-là, avec les jours où mon fils souffrait en pensant qu'il était un fardeau pour lui. C'est pourquoi j'acceptais en silence que Thierry se réfugie dans les bras de son amante si j'avais de l'énergie pour me battre. Je voulais tout utiliser pour le traitement et l'avenir de Lucas. Bon, je m'en vais. Nous communiquerons par l'intermédiaire des avocats pour la pension alimentaire. Après avoir lâché ces mots, Thierry entoura doucement les épaules de Sophie. Elle aussi, avec un sourire qui dénotait sa victoire, se laissa tomber dans ses bras. Tous deux tentèrent de faire le premier pas vers les ascenseurs, les yeux fixés uniquement sur leur avenir heureux. Mais à ce moment-là, ils ne le savaient pas encore. Ils ne savaient pas quoi. De cet endroit même qu'ils venaient de rejeter, une vérité à laquelle ils ne pourraient jamais échapper. Elle allait les poursuivre. L'instant où l'avenir sain et parfait que Thierry croyait avoir obtenu s'écroulerait sous ses pieds était sur le point d'arriver. Allons-y, Lucas. Maman est avec toi. Je pris la main froide de Lucas et me levai lentement. Il ne dit rien, se contenta d'acquiescer légèrement et de s'appuyer sur moi. Son petit corps tremblait légèrement, blessé par les mots de son père et par l'épuisement des examens médicaux. Il y avait à peine quelques minutes que le divorce avait été confirmé et que Thierry s'était complètement séparé de nous. La lourde porte de la consultation derrière nous s'ouvrit avec un bruit sourd. Monsieur Thierry, une voix basse, mais qui résonna clairement, tomba sur le couloir froid. En me retournant, je vis le cardiologue principal de Lucas, le docteur Fournier. Debout, avec un épais dossier médical à la main. Sa voix ne s'adressait ni à Lucas ni à moi, mais à Thierry, qui marchait plus loin dans le couloir. Thierry s'arrêta et se retourna avec un air étrange. « Ah, docteur, s'il s'agit des résultats des tests de mon fils, veuillez bien les expliquer à sa mère. » Thierry leva légèrement la main, affichant une expression suffisante. Son attitude semblait vouloir montrer à tous les présents qu'il n'avait plus aucune relation avec cet enfant malade ni avec son épouse lugubre.
Sophie soupira également d'agacement, tirant le bras de Thierry pour partir rapidement. Cependant, l'expression du docteur Fournier ne changea pas du tout. Sous les lumières froides du couloir, les yeux du médecin derrière ses lunettes perçaient directement et exclusivement Thierry. « Que le père reste seul, s'il vous plaît. » Cette seule phrase du docteur Fournier était tranquille, mais elle possédait une résonance absolue qui n'admettait aucune réplique. Le sourire disparut un peu du visage de Thierry. Il fronça les sourcils avec méfiance et s'approcha lentement. « C'est à propos des tests de mon fils, n'est-ce pas? Si c'est pour le sujet génétique, la semaine dernière, on m'a prélevé du sang, mais... » Thierry commença à lâcher des mots rapidement, sonnant un peu irrité. « Je suis en parfaite santé et comme à partir de maintenant j'aurai une autre famille, je ne peux plus m'impliquer dans le traitement. » Elle. Le docteur Fournier interrompit froidement cette tirade qui sonnait comme une excuse. « Il ne s'agit pas seulement de votre fils. » À cet instant, l'atmosphère de l'endroit se figea complètement. Sophie lâcha le bras de Thierry et regarda le médecin avec anxiété. Lucas aussi serra ma main avec force. Seul moi assimilai en silence le sens de cette situation. Il s'agit de votre propre corps. Entrez dans la consultation tout de suite. La voix du docteur Fournier ne contenait pas une goutte d'émotion. Il n'y avait que le fait froid et implacable propre à un médecin annonçant une urgence médicale. L'arrogance et l'aisance que Thierry affichait jusqu'à il y a un instant disparurent complètement de son visage. Le sang quitta ses joues et il resta figé. À ses côtés, Sophie recula d'un pas, protégeant son ventre arrondi. J'observais la scène en silence. Cette petite anomalie dont Thierry avait constamment détourné le regard, la maladie qu'il avait fui en me blâmant. Elle devenait maintenant une vérité qu'il devait obligatoirement affronter. En voyant les jambes de Thierry commencer à trembler, j'entendis en moi le son d'une porte qui se fermait. Cependant, à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'un message qui arriverait sur mon portable cette même nuit démasquerait encore plus profondément les mensonges de Thierry. Le trajet en taxi depuis l'hôpital fut enveloppé d'un lourd silence. Le paysage urbain du crépuscule qui s'écoulait par la fenêtre était aussi paisible que toujours à Paris. Mais à mes côtés, un Lucas épuisé s'enfonçait profondément dans le siège, les yeux fermés en silence. Chaque fois que je regardais son profil pâle, je sentais une oppression dans la poitrine. Les tests d'aujourd'hui avaient été très durs et représentaient une grande charge pour son cœur. Malgré tout, Lucas ne se plaignit pas une seule fois. Bien que son père venait de partir de cette manière, mon fils, un collégien, supportait simplement la douleur en silence. Nous arrivâmes à notre appartement et j'ouvris la porte d'entrée. Les grandes chaussures en cuir de Thierry, qui devraient normalement être là, avaient disparu. Les clés de sa voiture, qui se trouvaient habituellement sur le meuble de l'entrée, le petit plateau pour poser sa montre, tout avait disparu. Thierry avait sorti ses affaires petit à petit depuis des mois, se préparant pour ce jour. Il a sûrement avancé dans les préparatifs de sa nouvelle vie de manière calculée. Profitant des moments où j'étais débordé par le travail et les soins de Lucas, Lucas s'arrêta un instant en retirant ses chaussures. En voyant l'espace vide dans l'entrée, il ne dit rien et aligna ses baskets. « Lucas, va te reposer un peu au lit. Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. » Quand je lui dis cela, Lucas acquiesça sans force et se dirigea vers sa chambre. Après avoir observé son petit dos, j'allai dans la salle de bain et me laver le visage à l'eau froide. Sur le visage que reflétait le miroir, il n'y avait aucune trace de larmes. J'avais oublié comment pleurer depuis longtemps. Je savais que si je versais des larmes, Lucas se blâmerait lui-même en pensant que c'était à cause de lui. Lucas a été diagnostiqué avec une cardiopathie congénitale à l'âge de 3 ans. Depuis ce jour, la vie de notre famille a radicalement changé. Visite continue à l'hôpital, crise soudaine et une anxiété qui ne semblait pas avoir de fin. J'ai continué mon travail de bibliothécaire dans une bibliothèque publique de Paris tout en protégeant et en élevant désespérément mon fils. Mais Thierry fut différent. Au début, il feignit l'inquiétude, mais il cessa progressivement d'aller à l'hôpital. Dans ma famille, il n'y a pas une seule personne avec un cœur fragile, dit un jour Thierry, crachant les mots. Es-tu sûr que tu n'as pas quelqu'un de malade dans ta famille? Ne m'entraîne pas là-dedans. Ces mots froids m'ont profondément transpercé le cœur. Pour Thierry, Lucas était ma responsabilité, une nuisance qui n'avait rien à voir avec lui. Pour ne pas surcharger le cœur de Lucas, la nourriture chez nous consistait en un menu strict sans sel. Thierry s'en plaignait aussi. Je travaille dehors toute la journée.
Comment veux-tu que je mange cette nourriture d'hôpital? S'énervait-il et commença à manger dehors continuellement, utilisant des engagements professionnels comme excuse. En y repensant maintenant, sa relation avec Sophie a dû commencer à cette époque. Chaque week-end, Thierry prenait son sac de club de golf et quittait la maison comme s'il s'enfuyait. Pendant que Lucas et moi passions des heures d'anxiété dans les salles d'attente des hôpitaux, il riait avec son amante. Malgré tout, il y avait une raison pour laquelle je n'ai pas choisi le divorce et ai supporté de vivre dans cette maison pendant 17 ans. Et ce n'était absolument pas pour les apparences sociales ou l'insécurité économique. Je ne voulais tout simplement pas arracher à Lucas la figure d'un père. Chaque fois que Thierry quittait la maison, le petit Lucas me regardait avec une expression d'excuse. Maman, papa s'ennuie parce que je suis malade. Chaque fois que j'entendais ces mots, je serrais fortement la petite main de mon fils. Bien sûr que non. C'est juste que papa a beaucoup de travail. Je continuais de mentir. Je voulais être un brise-lames pour protéger mon fils du dos froid de son mari. Mais cette patience avait aussi atteint sa limite. À mesure que Lucas entrait au collège et que sa maladie progressait petit à petit, l'attitude de Thierry devint encore plus cruelle. Quand je lui demandais sa collaboration pour des tests génétiques, il se contenta de froncer les sourcils d'agacement. Pourquoi devrais-je faire des tests? Je suis en bonne santé. Un homme qui ne cherchait qu'à protéger sa propre réputation et le temps qu'il passait avec son amante. Je me rendis compte que si je gardais cet homme aux côtés de Lucas comme père plus longtemps, le cœur de mon fils se briserait complètement. C'est précisément parce que je compris cela. Je signai en silence les papiers de divorce que Thierry me présenta. Alors que je chauffais une soupe légère pour Lucas dans la cuisine, j'expirais profondément. La maison était silencieuse. Seul le faible bourdonnement du moteur du réfrigérateur résonnait. J'avais perdu mon mari et à partir de maintenant, j'élèverais seul mon fils malade. Cette réalité était lourde et escarpée, mais mon cœur était étrangement en paix. Au moins à partir de maintenant, nous n'aurions plus à craindre le regard froid d'un mari. Les jours où Lucas semblait demander pardon pour sa simple existence étaient terminés aujourd'hui. Je me le répétais. C'est au moment où j'éteignis le feu. Mon téléphone portable que j'avais laissé sur la table de la salle à manger vibra brièvement. En regardant l'écran, je vis un message de ma sœur Manon, qui travaille comme gestionnaire administrative et avocate. Elle m'avait discrètement soutenu du point de vue légal pour les démarches de divorce et la future pension alimentaire. En lisant la première ligne qui apparut à l'écran, ma main s'arrêta complètement. Il n'y avait ni mot de réconfort ni encouragements écrits là, seulement des faits froids rédigés dans un court message. Amélie, j'ai examiné l'enquête patrimoniale et les dossiers d'assurance de Thierry. Je fis défiler l'écran vers le bas et suivis les mots suivants en silence avec mes yeux. La raison pour laquelle Thierry riait triomphalement dans le couloir de l'hôpital aujourd'hui, le véritable but pour lequel il s'était tant empressé de divorcer et d'essayer de nous couper les ponts. En finissant de lire le message, le bout de mes doigts tremblait légèrement. Ce n'était pas par tristesse, c'était parce qu'on m'avait mise face à l'obscurité sans fond de la bassesse humaine. Thierry était désespéré d'obtenir des fonds pour sa nouvelle vie avec Sophie. Il avait effectué des préparatifs terrifiants en cachette pendant des mois. Derrière notre dos, il avait perpétré une trahison colossale qui affectait directement la vie de Lucas. Je posai le portable et fermai légèrement les yeux. Les mots du docteur Fournier à l'hôpital résonnèrent dans mes oreilles. Que le père reste seul. Que faisait Thierry maintenant qu'il était resté en consultation? Il n'avait sûrement pas encore réalisé que les mensonges qu'il avait cachés commençaient à l'étouffer d'une autre manière. J'ouvris les yeux en silence et regardai vers la chambre de Lucas depuis la cuisine. La chambre de Lucas, visible de là, était dans un silence complet. Par l'entrebâillement de la porte, je pouvais l'imaginer recroquevillé dans son lit. Sa respiration était régulière, mais un léger sifflement se faisait entendre. Juste entendre ce son menaçait de me déchirer la poitrine. Aujourd'hui, Lucas avait vu de ses propres yeux le fait que son père avait choisi une autre femme et nous avait complètement abandonnés. Malgré tout, il n'avait pas pleuré du tout devant moi. Mon fils de 14 ans savait douloureusement bien que s'il pleurait, je souffrirais. Le complexe d'infériorité dû à sa maladie cardiaque lui avait enlevé la capacité d'exprimer ses émotions comme un enfant normal. C'est en observant le visage endormi de Lucas que mon portable vibra de nouveau. C'était un autre message de ma sœur Manon. Depuis le jour où Thierry avait soudainement abordé le sujet du divorce, elle m'avait soutenu dans l'ombre pour les démarches légales et l'enquête patrimoniale.
Mes yeux se posèrent sur le texte choquant qui apparut en ouvrant le message. Amélie, j'ai confirmé l'enquête sur les biens et les assurances de Thierry. Écoute-moi calmement. Le compte d'épargne que tu avais pour Lucas a été entièrement clôturé le mois dernier. De plus, Thierry est en train de demander l'annulation de l'assurance maladie avec une couverture spéciale que vous aviez préparée pour une future intervention chirurgicale. Les mots de l'écran résonnaient dans ma tête encore et encore. Il s'agissait du compte exclusif pour Lucas que nous avions ouvert dans une banque locale. C'est l'argent que j'avais économisé petit à petit, en réduisant les dépenses chaque mois. Depuis le jour où Lucas a été diagnostiqué à 3 ans, en allant d'un supermarché à l'autre à la recherche d'offres, en passant des années sans m'acheter un nouveau manteau d'hiver pour pouvoir nous préparer à toute urgence. Chaque fois qu'une ligne était imprimée sur le livret de la banque, je sentais que j'avais ajouté une amulette de plus pour protéger mon fils. Bien que le compte fût au nom de Thierry, tout l'argent versé provenait de mon salaire à temps partiel et des économies sur les dépenses du ménage. Thierry avait tout retiré sans me consulter un seul mot. La scène que j'avais vue dans le couloir de l'hôpital me revint vivement à l'esprit. Cette bague flambant neuve qui brillait de façon artificielle à la main gauche de cette jeune femme nommée Sophie, la nouvelle vie avec sa nouvelle famille dont Thierry parlait avec tant de fierté. À partir de maintenant, tu me permettras de fonder une famille saine ? Les mots de Thierry se reproduisaient brutalement dans mes oreilles. Je compris enfin d'où provenaient ces fonds énormes. Thierry avait coupé la corde de sécurité de son propre fils, qui luttait contre la maladie, pour acheter une bague à son amante et financer sa nouvelle vie. Plus que de la rage, je sentis le sang se glacer dans mes veines face à un tel égoïsme. Jusqu'où la cruauté humaine pouvait-elle aller pour satisfaire ses propres désirs ? Le bout de mes doigts qui tenait le portable commença à trembler légèrement. Aucune larme ne coula. À la place, je sentis une émotion lourde et tranchante, comme de la glace, s'enfoncer dans mon cœur. À ce moment-là, le portable vibra de nouveau. Le nom qui apparut sur l'écran des appels entrants était celui de la mère de Thierry, c'est-à-dire ma belle-mère, Monique. Il ne pouvait y avoir qu'une seule raison pour qu'elle appelle expressément à cette heure de la nuit. J'inspirai profondément et silencieusement et appuyai sur le bouton de réponse avec les doigts glacés. Oui. Ma voix était étonnamment calme, même pour moi. De l'autre côté de la ligne, j'entendis une voix aiguë, animée et, d'une certaine manière, triomphale. Amélie, Thierry me l'a dit. Il dit qu'aujourd'hui, ils ont accepté les papiers de divorce sans problème. La voix de Monique débordait d'une joie impossible à cacher, comme si elle s'était enfin libérée d'un fardeau de plusieurs années. Elle s'attendait sûrement à ce que je sois effondré en larmes et désespéré. Merci pour tous tes efforts jusqu'à présent. Avec ça, tu n'auras plus à t'inquiéter pour personne et tu pourras te consacrer entièrement au traitement de Lucas. Ma belle-mère feignit un ton doux comme si elle se souciait de moi. Cependant, ses véritables et sombres intentions étaient douloureusement transparentes. Thierry pourra aussi enfin retrouver une vie normale. Si ça continuait comme ça, la maladie allait aussi entraîner sa propre vie. Monique fit une pause et ajouta une phrase encore plus cruelle. Sophie porte dans son ventre un bébé très sain. Un bébé en bonne santé. De ceux qui n'existent pas dans ta famille. Monique prononça le mot sain en insistant à dessein. Elle avait toujours traité son faible petit-fils Lucas comme une existence honteuse. Lors des réunions de famille ou des messes de défunts, Monique essayait toujours de cacher Lucas dans les chambres du fond. Quand les membres de la famille demandaient des nouvelles de la santé de l'enfant, Monique soupirait toujours profondément. Mon fils aîné souffre énormément à cause de la génétique de sa femme. Je me souviens encore du jour où elle a lâché ça devant moi dans le salon de sa maison traditionnelle pour que je l'entende bien. Pour elle aussi. L'infidélité de Thierry était l'occasion parfaite de renvoyer un produit défectueux et d'en obtenir un nouveau. Alors, Amélie, ne tourmente plus Thierry en lui demandant des compensations ou une pension alimentaire. Le ton de Monique baissa soudainement, devenant plus pratique. Ces deux-là auront besoin de beaucoup d'argent à partir de maintenant pour l'hypothèque du nouvel appartement et les frais d'accouchement. Tu as l'argent du compte que Thierry a laissé, n'est-ce pas? Contente-toi de ça. En entendant ces mots, le puzzle dispersé dans mon esprit s'assembla complètement. Ma belle-mère savait que Thierry avait retiré les économies de Lucas sans permission. Non, non seulement elle le savait, mais elle avait sûrement elle-même pris l'initiative et l'avait aidé à le faire. Monique, permettez-moi de vous demander une seule chose. Je réprimai complètement mes émotions et demandai d'une voix sereine. Le mois dernier,
quand vous êtes venu à notre appartement et que je n'étais pas là, vous avez ouvert les tiroirs de notre chambre, n'est-ce pas? J'entendis clairement Monique retenir son souffle de l'autre côté de la ligne. Pour annuler l'assurance maladie, il fallait mon consentement et ma carte d'identité nationale. De plus, Thierry n'était pas à la maison ce jour-là pour le travail. Celle qui avait pris mes documents sans permission et avait imité ma signature sur les papiers était ma belle-mère, qui avait un double des clés. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais rien. La voix de Monique s'accéléra soudainement, montant d'un ton artificiel. Enfin, ne te mêle plus de mon Thierry. Il a un corps sain et il va être très heureux à partir de maintenant avec sa nouvelle famille. L'appel fut coupé unilatéralement et le son électronique monotone résonna dans la cuisine. Je retirai le portable de mon oreille et regardai l'écran en silence. Un corps sain pour être heureux. Cette phrase que ma belle-mère avait criée me parut terriblement ridicule. La colère silencieuse qui m'habitait s'était transformée. Sans m'en rendre compte, en une profonde pitié, Monique ne savait encore rien. Elle ne savait pas ce que le docteur Fournier communiquait en ce même instant à son fils sain et parfait dans la froide consultation de l'hôpital. L'effrayante vérité que la génétique malade qu'il répudiait tant ne venait pas de ma famille, mais se cachait précisément dans le corps de Thierry lui-même. Et alors j'ouvris un autre fichier image que ma sœur Manon m'avait envoyé. On y voyait clairement une preuve létale que Thierry et ma belle-mère avaient ignorée. Leur plan égoïste, qu'ils croyaient parfait, était ruiné dès le début. Cette anomalie à l'électrocardiogramme, Thierry l'a cachée tout ce temps. La deuxième image envoyée par Manon était une copie du bilan de santé professionnelle de Thierry. Elle était cachée au fond du tiroir de son bureau, un endroit que je ne touchais jamais. Manon, en organisant les documents de la maison pour l'enquête patrimoniale, avait trouvé cette enveloppe par hasard. Sur le papier affiché à l'écran, il y avait un tampon rouge très clair. Évaluation générale. Requiert un examen détaillé. La date remontait à 6 mois. Les paramètres indiqués étaient des anomalies à l'électrocardiogramme et une suspicion d'arythmie. Je détournai le regard du portable et baissai les yeux vers une veste posée sur le bord de la table de la salle à manger. C'était la veste du costume que Thierry avait oublié aujourd'hui dans la chambre de Lucas à l'hôpital. Absorbé par son triomphe d'avoir une nouvelle vie et d'embrasser Sophie, Thierry avait laissé sa veste oubliée sur une chaise pliante de la chambre. Je me levai en silence et plongeai la main dans la poche de la veste. Ce que j'en sortis fut une petite pochette en papier de pharmacie toute froissée. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait plusieurs plaquettes vides de pilules que je ne reconnus pas. Dernièrement, Thierry disait qu'il avait mal à l'estomac à cause du stress du travail et prenait des pilules après les repas. Cependant, le nom du médicament imprimé sur cette pochette n'était pas pour l'estomac. Je cherchais le nom du médicament sur mon portable. Ce qui apparut à l'écran était un médicament prescrit pour le système cardiovasculaire, utilisé pour supprimer les palpitations et l'essoufflement. Thierry s'était rendu compte qu'il avait des problèmes de cœur depuis longtemps. Après avoir été signalé lors du bilan de santé de l'entreprise, il avait visité une autre clinique en secret et prenait même des médicaments. Malgré tout, il insista obstinément sur le fait que la maladie de Lucas était la faute de la génétique de sa femme et continua de refuser de faire des tests génétiques. Je me souvins de l'attitude de Thierry lorsqu'il était apparu dans la chambre de l'hôpital. En entrant avec Sophie, il était étrangement essoufflé. Une sueur froide artificielle perlait sur son front et il se frottait inconsciemment fortement le côté gauche de la poitrine. J'avais naïvement pensé que c'était à cause de la tension d'amener son amante, mais je me trompais. Thierry n'avait pas un corps sain. Il était plutôt désespéré de fuir la terreur que son propre corps soit dévoré par la maladie. Il avait tellement peur d'affronter la cruelle vérité que tout pouvait être la faute de sa propre génétique, qu'il a fui en me blâmant entièrement. Il voulait seulement s'accrocher à cette jeune femme nommée Sophie et à la nouvelle vie dans son ventre pour se convaincre qu'il était encore sain et jeune. C'est pourquoi il a coupé les liens avec l'épouse qu'il avait accompagnée pendant des années et avec le fils qui luttait contre la maladie. Avant la colère, une émotion froide envahit ma poitrine en pensant à quel point cet homme était petit et pathétique. « Maman !» j'entendis une petite voix derrière moi et me retournai en sursaut. Lucas était debout, appuyé sur l'encadrement de la porte, toujours en pyjama. Pardon. J'avais soif. Je rangeai rapidement les emballages vides de pilules dans ma poche et sortis de l'eau du réfrigérateur. Tu n'as pas besoin de te lever si c'est difficile. Je te l'aurais apporté. Quand je lui offris le verre, les deux mains de Lucas étaient encore un peu froides et tremblaient légèrement.
Il but l'eau lentement et dirigea son regard vers la veste sur la table de la salle à manger. « C'est à papa, n'est-ce pas ?» dit Lucas sans cesser de regarder la veste. Aujourd'hui, quand papa est venu dans la chambre, il semblait beaucoup souffrir. Je retins ma respiration. Lucas passa son doigt sur le bord du verre et continua d'une voix sereine. Devant Sophie, il souriait. Mais il s'est frotté la poitrine un paquet de fois en cachette. Je connais ce visage. C'était exactement le même visage que je fais quand j'ai des crises cardiaques. Mon fils de 14 ans avait décelé tous les mensonges de son père et l'anomalie de son corps. La façade que Thierry tentait désespérément de cacher était complètement transparente pour le fils qu'il était censé avoir le plus blessé. « Maman, ma maladie est contagieuse. » Ou peut-être. J'interrompis à dessein les mots de Lucas. « Lucas, les maladies ne sont la faute de personne. » J'enveloppai fermement les mains froides de mon fils avec les miennes. « Mais écoute-moi, un adulte qui fuit son propre corps et dit des mensonges ne peut protéger personne. Papa devra payer lui-même le prix de ses mensonges. » Lucas acquiesça légèrement et me regarda directement dans les yeux. Dans ses pupilles ne restait plus la faiblesse d'un enfant qui a peur de son père. Après que Lucas soit retourné dans sa chambre, j'envoyai de nouveau un message à ma sœur Manon. « As-tu des preuves que Monique a pris ma carte d'identité et a fait annuler l'assurance sans permission ?» La réponse de ma sœur depuis le cabinet d'avocat arriva immédiatement. « Oui. Rien ne nous échappe. J'ai négocié avec la copropriété et nous avons les enregistrements de Monique entrant dans l'immeuble avec sa clé. De plus, nous avons déjà vérifié l'écriture à la banque et les enregistrements de sécurité. C'est un délit clair de faux et usage de faux et d'usurpation d'identité. J'ai déjà complété les démarches pour geler le compte par l'intermédiaire de l'avocat. Thierry et les siens ne pourront pas retirer un centime. » En regardant l'écran, j'exhalai un petit soupir. Je ne donnerai jamais l'argent qui était la bouée de sauvetage de Lucas. L'hypothèque du nouvel appartement dont Monique parlait avec tant de fierté et la bague qui allait remplacer la pension compensatoire pour Sophie, tout n'était qu'un château de cartes. Le plan égoïste que Thierry et sa mère croyaient parfait faisait déjà du bruit et commençait à s'effondrer. Il était passé 22 heures. Dans le salon silencieux, mon portable, posé face contre table, commença à vibrer de nouveau. Sur l'écran apparut un numéro inconnu non enregistré. Cependant, je sus par intuition de qui venait l'appel. Je respirai profondément et appuyai sur le bouton de réponse. « Est-ce Amélie ?» La voix que j'entendis de l'autre côté était, comme je m'y attendais, celle de cette femme, la voix de Sophie, celle qui, quelques heures auparavant, me regardait de haut triomphalement dans le couloir de l'hôpital, déclarant qu'à partir de maintenant, elle soutiendrait Thierry. Mais dans sa voix actuelle, il ne restait pas la moindre trace de l'aisance ou de la supériorité d'alors. C'était une voix tremblante, horriblement altérée face à une terreur inattendue. « Est-ce Amélie ?» La voix de Sophie au bout du fil tremblait horriblement. Toute sa sécurité mielleuse avait disparu. Je m'appuyai sur le comptoir de la cuisine et répondis sèchement par un simple « oui ». « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Sophie éleva soudain la voix, sonnant comme si elle suppliait, mais attaquant avec force. « Vous ne m'avez jamais dit que Thierry a le même gène de la maladie de Lucas, qu'il a le cœur brisé. » La panique indiscutable filtrait dans ses mots. Évidemment, le docteur Fournier lui avait tout dit, qu'il existait dans le corps de Thierry la même mutation génétique de la cardiomyopathie que celle de Lucas et que le cœur de Thierry lui-même était sur le point de subir une arythmie dangereuse et potentiellement mortelle. « Thierry m'a dit que c'était la génétique de votre famille. Il m'a trompé. » La voix de Sophie se transforma peu à peu en un sanglot. Après être sorti de la consultation, Thierry s'est assis dans le couloir et ne pouvait plus bouger. J'ai eu tellement peur et je ne savais pas quoi faire. Le mari sain et fiable qu'elle croyait avoir trouvé était en réalité un homme faible, terrifié par la maladie. Face à cette réalité, Sophie semblait horriblement confuse. Le médecin m'a dit que cela pourrait se transmettre au bébé que je porte. « Que allez-vous faire à ce sujet ?» cria Sophie comme si c'était moi qui avais transmis la maladie à Thierry. Je lui répondis calmement, mais avec fermeté. Je n'ai rien caché. Thierry a simplement détourné le regard de son propre corps et a continué à fuir les tests. Sophie retint son soufflet de la bouche de la femme acculée sortit la phrase la plus cruelle. Si j'avais su, je ne serais jamais tombée enceinte. Sophie me lança les mots comme si elle hurlait. Je voulais un bébé en bonne santé.
Je ne voulais pas un enfant lamentable qui doit aller tout le temps à l'hôpital comme Lucas. Cette seule phrase s'enfonça profondément et tranchâme dans ma poitrine. Peu m'importait ce qu'on disait de moi. Je m'étais déjà habitué à ce qu'on me vole mon mari et à être insulté sans raison, mais quelle nie la vie de Lucas, qui supporte désespérément la douleur, en disant qu'elle ne voulait pas un enfant lamentable. C'était quelque chose que je ne lui pardonnerais jamais. Sophie. Je baissai la voix et parlais avec la froideur de la glace. L'enfant que tu portes n'a aucune faute. Qu'il ait une maladie ou non. Ni toi ni Thierry n'avez le droit de dire que vous ne vouliez pas de cette vie. Mais c'est toi qui as choisi Thierry. Cesse de blâmer un enfant qui n'a rien à voir pour ta propre responsabilité de n'avoir pas su voir les mensonges de cet homme. Je lui dis seulement cela et raccroché unilatéralement. Dans le salon où le silence était revenu, j'expirais profondément. Le bout de mes doigts qui serraient le portable par la colère était devenu froid et blanc. En me retournant lentement, je retins ma respiration. Lucas était debout à l'entrée du salon. Depuis l'ombre de la porte entr'ouverte, Lucas avait entendu tout mon échange téléphonique. Dans la chambre silencieuse la nuit, les cris hystériques de Sophie filtrant par le haut-parleur du portable devaient s'être entendus parfaitement. Le visage de Lucas était pâle et ses grands yeux grands ouverts tremblaient légèrement. Maman. La voix de Lucas était très rauque. Ma maladie, je ne l'ai pas transmise à papa, n'est-ce pas? C'était la même que la mienne, n'est-ce pas? Je ne pus rien dire, seulement acquiescer légèrement. Lucas serra fortement sa poitrine à deux mains par-dessus ses vêtements. Là se trouvait la petite cicatrice de l'opération du cœur qu'il avait subie enfant. Cette femme, Sophie, a dit qu'elle ne voulait pas être comme moi, n'est-ce pas? Les mots qui sortirent de la bouche de Lucas menaçaient de me déchirer la poitrine. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'un enfant qui devait toujours aller à l'hôpital comme moi, que j'étais un produit défectueux. Lucas ne cria pas et ne pleura pas à grands cris. Il laissa simplement de grosses larmes couler de ses immenses yeux. Il pleurait en silence, sans émettre de son, se mordant fortement la lèvre inférieure. Papa pensait ça aussi, n'est-ce pas? Il ne m'aimait pas parce que je ne suis pas en bonne santé. Non. Je courus vers lui comme si j'étais entraîné et serrai fortement le corps mince de Lucas. Lucas n'a aucune faute. La maladie n'est pas de ta faute. Je caressai le dos de mon fils en articulant des mots désespérément. Papa a fui parce qu'il était faible. Lucas n'a aucune faute. Tu es le trésor le plus important du monde pour maman. Les petites joues de Lucas tremblaient dans mes bras. Cet enfant avait toujours porté dans sa petite poitrine la culpabilité d'être malade. Il s'était blâmé lui-même tout le temps, pensant qu'il n'était pas aimé par son père par sa propre faute. Combien de mal Thierry avait-il infligé à ce petit cœur juste pour fuir sa maladie? Je ne pardonnerai jamais à un homme qui avait fait penser à son fils qu'il aurait mieux valu ne pas naître. Tandis que je serrais fortement le dos de Lucas, mon étape d'épouse, où je ne faisais que supporter, arriva à sa fin définitive. Je ferai n'importe quoi pour récupérer la dignité de mon fils. Une détermination silencieuse mais inébranlable se solidifia en moi. Après que Lucas se soit un peu calmé et soit retourné dormir dans son lit, je revins à la table du salon et pris le portable. Je tapai un court message pour ma sœur Manon. Manon. Demain à la première heure. S'il te plaît, exécute le gel total du compte comme prévu. Je reçus aussitôt une réponse rassurante de Manon. Compris. J'ai déjà toutes les démarches prêtes. Thierry avait dit qu'il allait transférer la compte pour le nouvel appartement avec Sophie. Il était convaincu qu'il pourrait retirer l'argent de ce compte que nous avions épargné pour le traitement de Lucas. Cependant, la seule chose qu'il trouverait demain matin au guichet de la banque serait un écran impitoyable indiquant que le compte était complètement gelé. Je regardai l'horloge et il était plus de 23 heures. Thierry et Sophie passeraient une nuit blanche, terrifiés en voyant comment l'avenir parfait qu'ils avaient imaginé s'écroulait. Et demain, ils connaîtraient un désespoir encore plus grand. Ils se rendraient compte que même l'argent en lequel ils avaient confiance avait complètement disparu de leurs mains. Soudain, je me souvins des emballages de pilules pour l'arythmie que j'avais trouvés dans la veste que Thierry avait oubliée à l'hôpital. L'état de Thierry n'était plus à un stade qui pouvait être surmonté avec des médicaments en vente libre ou des tromperies. La vraie raison pour laquelle le docteur Fournier avait fait rester Thierry en consultation aujourd'hui, je sentais que ce n'était pas seulement une simple notification génétique. Le lendemain matin, mes soupçons seraient confirmés. Passé 8 heures du matin, je reçus un appel de l'hôpital sur mon portable.
Ce fut le début d'une série d'événements au cours desquels Thierry, qui la veille était sorti de l'hôpital triomphalement, fut de nouveau appelé dans cette froide consultation pour rester complètement sans voix. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le compte est-il gelé? Il était 8h30 du matin. Je chauffais la soupe de Lucas dans la cuisine quand mon portable vibra violemment. En voyant le nom de Thierry à l'écran, je laissai sonner quelques fois à dessein avant de répondre calmement. Au téléphone, on entendait les cris désespérés de Thierry et en arrière-plan les annonces par haut-parleur typiques de la caisse d'épargne locale. Aujourd'hui, Thierry et Sophie devaient verser l'acompte de leur nouvel appartement à l'agence immobilière. J'éteignis le feu, posai la louche et répondis d'une voix extrêmement froide, parce que Monique a pris ma carte d'identité sans permission et a fait la demande d'annulation. Hier, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats de ma sœur, j'ai contacté l'institution financière pour suspicion d'usurpation d'identité et de faux et usage de faux. Naturellement, le compte est totalement gelé jusqu'à la fin de l'enquête. J'entendis Thierry retenir sa respiration de l'autre côté du fil. Ils étaient convaincus que j'avalerais mes larmes et que je rendrais facilement l'argent qui était la bouée de sauvetage de Lucas. Ne me faites pas chier. Si je ne transfère pas l'argent aujourd'hui, le contrat de l'appartement est annulé. Cet argent provenait à l'origine de mon salaire. Il semblait que Thierry élevait la voix dans le hall de la banque sans se soucier des regards. En regardant l'écran de mon portable, je lui répondis d'une voix glaciale, « L'argent de ce compte est ce que j'ai économisé en réduisant les dépenses quotidiennes au maximum. » Depuis le jour où Lucas a été diagnostiqué à 3 ans, je l'ai protégé pendant 11 ans sans gaspiller un centime, me préparant à sa future opération du cœur. Je n'ai pas l'intention de te donner un seul centime pour la bague de ton amante, ni pour ta nouvelle maison. Je sentis la respiration de Thierry s'accélérer au téléphone. Tu savais que j'étais malade et c'est pour ça que tu me fais ça. Sais-tu comment j'ai passé la nuit après que le médecin m'ait dit des choses si horribles hier? Thierry agissait comme une pauvre victime dès que les choses ne tournaient pas en sa faveur. Ce n'étaient pas les mots de l'homme qui, jusqu'à hier, méprisait la maladie de Lucas en me blâmant. J'interrompis ces mots en silence. Hier, tu l'as dit dans le couloir de l'hôpital, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu me permettras de fonder une famille saine. Que ce soit ta nouvelle épouse qui te soutienne avec l'anxiété de ta maladie et ta vie future. Je raccrochai et ajoutai tranquillement le numéro de Thierry à la liste des bloqués. Ce fut ma première petite contre-attaque. Thierry non seulement ne pourrait pas payer le contrat du nouvel appartement aujourd'hui, mais il serait évident qu'il avait menti effrontément à Sophie. Il l'avait sûrement rassurée en lui disant qu'il avait suffisamment d'économies. Quelques heures plus tard, je mis des vêtements de rechange pour Lucas et quelques livres de la bibliothèque dans un sac et visitai de nouveau l'hôpital universitaire de Paris. Avant d'aller dans la chambre de Lucas, je devais passer par le comptoir du département de cardiologie pour remettre le formulaire de consentement pour les prochains examens exhaustifs. La salle d'attente du matin était bondée de patients. Soudain, j'aperçus un dos courbé familier dans le coin le plus sombre du banc. C'était Thierry. Il ne portait pas le costume sur mesure d'hier, mais une chemise froissée et une veste en tricot jetée par-dessus. Et il n'y avait aucune trace de Sophie, celle qui hier s'accrochait au bras de Thierry, proclamant victorieusement qu'elle le soutiendrait. Le visage de Thierry était livide, le regard vide fixé sur les carreaux du sol. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Il était sûrement venu tôt à l'hôpital pour subir les examens plus détaillés que le docteur Fournier lui avait indiqués la veille. Dans ses mains, il serrait d'une main tremblante un dossier transparent avec les données de son électrocardiogramme. Je n'avais aucune intention de lui parler. Juste au moment où j'essayais de passer en feignant d'être une étrangère, la lourde porte de la consultation s'ouvrit et le docteur Fournier en sortit. Monsieur Thierry, appelé, Thierry se leva d'un pas très instable. Le docteur Fournier me vit passer par hasard et baissa un peu le regard, mais retrouva aussitôt son expression médicale froide et s'adressa à Thierry. Votre famille n'est pas venue aujourd'hui. J'aimerais qu'ils l'entendent ensemble. Face aux mots de Fournier, les épaules de Thierry tressaillirent. Aujourd'hui, ma femme est très occupée par le travail. Thierry lâcha un mensonge qui sonnait faible. Sophie ne travaillait pas en ce moment. Elle, qui hier pleurait à chaudes larmes de peur que le fils dans son ventre n'hérite de la maladie, n'allait pas accompagner Thierry. Thierry faisait face à la cruelle réalité d'être abandonné par la personne à qui il avait juré de partager sa nouvelle vie, juste au moment où il souffrait le plus et avait le plus peur. Je comprends. Alors, pouvez-vous l'entendre seul? La voix du docteur Fournier était absolument calme.
Sur les résultats des tests détaillés d'aujourd'hui. La situation est plus grave que ce que je vous ai communiqué hier. De mon coin de la salle d'attente. Ces mots me parvinrent clairement. Une partie du muscle de votre cœur ne remplit plus sa fonction normale. Si nous laissons les choses ainsi, vous pourriez souffrir d'une arythmie fatale à tout moment. Pour éviter une mort subite, nous devons envisager la chirurgie pour vous implanter un défibrillateur automatique le plus tôt possible. Thierry resta complètement sans voix et laissa tomber le dossier au sol. Le bruit sec résonna dans la salle d'attente silencieuse. Il se couvrit le visage de ses deux mains tremblantes et s'effondra sur la chaise. Chirurgie. Mort subite. Thierry devait connaître la terreur de ces mots mieux que quiconque. Quand Lucas fut opéré enfant, Thierry s'enfuit de l'hôpital en disant que ça lui faisait trop mal de le regarder. Il s'enfuit de la peur de prendre une décision de vie ou de mort et me laissa tout. Maintenant, il devrait prendre la décision concernant sa propre vie totalement seul. Dans la solitude absolue, je ne ramassai pas le dossier qu'il avait laissé tomber, ni ne lui adressai des mots de pitié en pensant à ce qu'il avait fait à Lucas. Lui tendre la main ici ne lui ferait aucun bien, ni à lui ni à mon fils. Je passai en silence à côté de Thierry, qui était effondré. Thierry remarqua mes pas et leva brusquement la tête. Il me regarda avec des yeux suppliants, demandant de l'aide. C'étaient les mêmes yeux faibles avec lesquels il s'était appuyé sur moi pendant 17 ans, seulement quand cela l'arrangeait. Cependant, en voyant que mon expression était figée et froide comme la glace, il ne put rien dire et baissa le regard. Je remis le formulaire de consentement au comptoir et quittai le service de cardiologie en silence, sans me retourner une seule fois. Tandis que je marchais dans le couloir vers la chambre de Lucas, je sentis une certitude inébranlable. Le château de mensonges que Thierry tentait de construire s'effondrait déjà en morceaux. Mais la vraie bataille commençait maintenant. Le fait qu'ils soient malades n'effaçait pas les trahisons passées qu'ils avaient commises. En ouvrant la porte de la chambre, Lucas avait ouvert le carnet de dessin que j'avais apporté sur le lit. « Maman, tu as tardé. » Lucas se retourna et sourit avec un peu de soulagement. « Pardon, la paperasse en bas m'a pris un peu de temps. » Je m'assis près du lit de Lucas et pris sa main fine. Elle était plus chaude qu'hier et je sentis le battement sûr de la vie. Thierry s'était effondré, terrifié par la maladie, étant complètement seul. Lucas, qui avait supporté la douleur d'innombrables fois depuis petit, me souriait toujours en silence. Qui était le plus fort au vrai sens du mot? La réponse était évidente. Tout en caressant doucement la tête de Lucas, je décidai de mon prochain mouvement dans mon esprit. Le gel du compte bancaire n'était qu'une ligne de défense. Je sortis le portable de mon sac et envoyai un message à ma sœur Manon. Manon, allons chez Monique demain après-midi, comme nous l'avions prévu, pour éviter ce document. Je savais que dans l'ancienne enfilade familiale de la maison traditionnelle de Thierry se trouvait un document crucial que ma belle-mère avait catégoriquement refusé de me montrer. Les mensonges de Thierry avaient éclaté. Il était maintenant temps d'en finir avec les apparences et les mensonges que ma belle-mère avait protégés pendant 17 ans. Et l'après-midi suivant, lorsque ma sœur et moi avons rendu visite aux parents de Thierry, l'attitude anormale de ma belle-mère a largement dépassé nos attentes. « Tu es venu débloquer le compte bancaire, n'est-ce pas? Tu as toujours été une belle fille très effrontée. » À l'entrée de l'ancienne maison traditionnelle de la famille de Thierry à Paris, Monique, qui nous a accueillis en ouvrant la lourde porte, nous a lancé ces mots froids presque sans nous saluer. Sur son visage, on percevait une irritation indétectable et un sentiment de supériorité, me regardant de haut. Elle se trompait complètement, croyant que j'étais venu m'excuser par peur des avocats. « Vous pouvez entrer, mais je ne vous offrirai pas même un café. J'ai rendez-vous avec Sophie pour acheter des choses pour le bébé. » Lâcha Monique avec arrogance. Elle était complètement enivrée par la joie que le premier petit-fils en bonne santé allait enfin naître. Je ne répondis pas. Je me déchaussai en silence et passai dans le couloir. Manon, qui était à mes côtés, fit aussi une légère révérence en silence et ignora complètement les sarcasmes de Monique. Le salon sombre sentait le vieux. Pendant 17 ans, à Noël et à Pâques, j'avais été traité froidement par tous les membres de la famille à cet endroit, travaillant debout dans un coin de la cuisine. C'était un espace étouffant où chaque fois que j'amenais Lucas, il parlait derrière mon dos en disant que c'était la faute de la mauvaise génétique. Cependant, maintenant, je ne ressentais plus la peur ou l'intimidation d'avant. Monique ne nous offrit même pas de nous asseoir. Elle s'installa seule dans le fauteuil principal. Et en plus,
Tu t'es plainte à la banque pour bloquer l'argent. D'après ce que je vois, Monique croisa les bras et pinça les lèvres de mécontentement. Cet argent vient de ce que mon Thierry a gagné. L'utiliser pour l'enfant sain qui va naître est l'obligation de Thierry en tant que chef de famille. Celle qui a fait des choses sans permission, c'est vous, Monique. Manon, qui était restée silencieuse à mes côtés, l'interrompit d'une voix calme mais froide. Elle sortit une carte de visite et un épais dossier transparent de son sac. Je suis gestionnaire administrative et avocate. Je m'appelle Manon. Cette fois-ci, j'agis en tant que représentante d'Amélie pour mener à bien les démarches légales, les images des caméras de sécurité de l'appartement d'Amélie et la preuve graphologique à la banque. Nous avons toutes les preuves. Manon posa le dossier sur la table. Entrer dans la maison avec une clé pendant qu'Amélie était absente, utiliser sa carte d'identité sans permission et tenter d'annuler l'assurance. Cela constitue un grave délit de faux et usage de faux et d'usurpation d'identité. La voix de Monique se brisa légèrement. Si vous croyez que nous vous pardonnerons parce que vous êtes de la famille, vous vous trompez lourdement. Si nous portons plainte, vous serez interrogé par la police. Face à l'explication monotone de Manon, je vis le sang disparaître du visage de Monique. Quelle exagération! Je n'ai fait que demander à Thierry de le faire. Monique, Thierry a été sidéré quand il a su que vous aviez pris ma carte d'identité et que, sans permission, j'étais intervenu. Et Monique retint son souffle. La petite façade de Monique commençait à s'effondrer face à la réalité qu'en essayant de protéger son fils, elle finirait par assumer seule toute la responsabilité légale. Cependant, notre véritable but en venant ici aujourd'hui n'était pas de menacer ma belle-mère. Je me levai et me dirigeai en silence vers le meuble du salon, un ancien et grand buffet en bois sombre. Là se trouvait une photo du défunt père de Thierry qui était mort quand Thierry était au collège. « Et, où vas-tu » Monique se leva précipitamment et me poursuivit par derrière. « N'entre pas là sans permission. Tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans cette maison. » La voix aiguë de Monique résonna derrière moi, mais je ne m'arrêtai pas. Je m'arrêtai devant le meuble et tendis la main vers le petit tiroir de la partie inférieure. « Arrête, ne touche pas là. » Monique changea de couleur et tenta de se jeter sur moi, mais Manon se mit tranquillement en travers de son chemin. « Calmez-vous un peu, Monique. Nous voulons seulement vérifier une chose. » 10 ans auparavant, alors qu'on me faisait nettoyer ce meuble, juste au moment où j'essayais d'ouvrir ce tiroir inférieur, Monique, qui se comportait normalement de manière raffinée, vola vers moi avec un visage de démon et me poussa. Cette réaction si disproportionnée m'avait toujours étonné. C'était juste après la découverte de la maladie de Lucas. C'est pourquoi elle essayait désespérément de cacher quelque chose. Maintenant, je comprenais clairement le motif. J'ignorais les cris de ma belle-mère et tirais le tiroir. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille boîte. En ouvrant le couvercle, je trouvai le livret de famille ancien et une enveloppe d'hôpital décolorée. Je sortis le contenu de l'enveloppe et baissai les yeux vers les documents. C'était un certificat de décès littéral détaillé et une copie de l'historique médical de mon beau-père, décédé il y a plus de 30 ans. Dans la section cause du décès, il était clairement écrit « Insuffisance cardiaque aiguë secondaire à une cardiomyopathie dilatée ». Exactement la même maladie cardiaque qui fait souffrir Lucas. Les documents en main, je me tournai lentement vers Monique. Elle s'effondra au sol, se couvrit le visage de ses deux mains et trembla. « Monique, vous saviez tout, n'est-ce pas ?» Ma voix ne tremblait pas de colère, elle résonna simplement dans la pièce comme un fait froid, que votre mari est mort de la même maladie cardiaque que Lucas et qu'il y avait une possibilité qu'elle soit héréditaire. Monique ne leva pas le visage, elle secouait simplement la tête en le niant continuellement. Ce n'est pas un mensonge. Notre famille est saine. Thierry. Thierry est un fils parfait. Pour protéger les apparences, elle a rejeté la faute de la maladie de Lucas sur ma famille. Je fis un pas vers elle. Elle a convaincu Thierry, qui se moquait de moi en me traitant de belle-fille défectueuse, de la même chose, et a caché la cause de la mort de son véritable père. « Tais-toi. Tais-toi. » cria Monique Ordel. Que Thierry est un défaut. Qui aurait accepté ça? Si les voisins et les parents apprennent que l'héritier de la famille a une maladie génétique, cette famille est finie. C'était la vraie raison pour Monique de nous torturer, Lucas et moi, pendant 17 ans. Elle ne se souciait pas de la santé de son fils, mais de la famille comme un concept ancien et des apparences pour protéger cet orgueil inutile.
Elle a détourné le regard de la vie de son petit-fils Lucas et m'a transformé en bouc émissaire à plusieurs reprises. Grâce à vous, Thierry est devenu un homme qui fuit complètement son propre corps. Je laissais le certificat de décès en silence sur le sol. La triste fin de ce fils parfait que vous avez créé est d'avoir fait tomber enceinte son amante pour prouver qu'il était sain et d'avoir abandonné son fils malade. Monique me fusilla du regard, pleine de haine. Thierry va être heureux avec Sophie à partir de maintenant. Le bébé qui est dans ce ventre est le véritable héritier de notre famille. Je regardais ma belle-mère de haut avec des yeux froids et pleins de pitié. Thierry ne vous l'a pas encore dit? La couleur agressive disparut du visage de Monique. Le cœur de Thierry est déjà brisé. Lors des tests d'hier, ils ont trouvé la même mutation génétique et les mêmes arythmies dangereuses que chez Lucas. Mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un mensonge. En ce moment même, il doit être en consultation à l'hôpital, recevant la nouvelle qu'il a besoin d'une intervention chirurgicale pour éviter une mort subite. La maladie que vous avez cachée pendant 17 ans dévorait déjà le corps de Thierry depuis longtemps. Les lèvres de Monique commencèrent à trembler en faisant du bruit. L'instant où la fantaisie de l'avenir sain qu'elle tentait désespérément de protéger s'effondrait. Alors, le bébé de Sophie, bien sûr, s'il est le fils de Thierry, il y a de fortes chances qu'il l'hérite. Au moment où je dis cela, du fond de la gorge de Monique sortit un son comme si elle s'essoufflait. Elle se serra la poitrine avec force et s'effondra sur le sol. Elle réalisa que son fils aîné parfait, son nouveau petit-fils sain, sa nouvelle famille fière. Tout était maudit dès le début par sa propre dissimulation. Elle disait qu'elle allait fonder une famille saine, n'est-ce pas? Je pris mon sac et me retournai en silence. À partir de maintenant, qu'elle affronte la grave maladie de Thierry avec Sophie, ce n'est plus notre affaire. Juste au moment où Manon et moi allions quitter le salon, le son strident du téléphone fixe résonna dans le silence de la vieille maison. Le ton désuet semblait précipiter le désespoir de ma belle-mère. Monique se traîna dans le couloir et décrocha le combiné d'une main tremblante. Oui, Thierry, c'est Thierry. Cependant, la voix qui s'entendit de l'autre côté n'était pas celle de Thierry. Les mots qui filtrèrent par le combiné laissèrent ma belle-mère sans voix. C'était la voix froide et bureaucratique d'une jeune femme. Comme le portable de Thierry ne donne pas de signal, j'appelle la maison familiale. C'était, sans aucun doute, la voix de Sophie. Elle semblait une personne complètement différente de la femme qui, jusqu'à hier, parlait affectueusement au téléphone avec ma belle-mère et avec qui elle avait promis d'aller acheter des vêtements pour le bébé. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-il arrivé quelque chose à Thierry? Monique serra le combiné à deux mains et laissa échapper une voix suppliante. Monique, annulez, s'il vous plaît, les achats pour le bébé d'aujourd'hui. Non, pas seulement ceux d'aujourd'hui. La voix de Sophie résonna aussi froide que la glace. Il y a un instant, j'ai pris toutes mes affaires de l'appartement de Thierry. Nous avons annulé les projets de mariage. Annuler le mariage? Et qu'allez-vous faire avec le bébé? La voix aiguë de Monique résonna dans le couloir de la vieille maison. Sophie répondit froidement, sans montrer la moindre pitié. Comment pourrais-je élever un enfant avec un homme qui m'a caché sa maladie cardiaque et qui ne peut même pas payer la compte du nouvel appartement? Ce que je voulais, c'était un mari sain et en qui je pouvais avoir confiance. Je refuse d'être avec un menteur malade comme lui. Attendez, Sophie. Thierry a de l'argent. Amélie lui a bloqué le compte seul, mais cet argent était à l'origine pour l'enfant malade, n'est-ce pas? Je viens de l'entendre de la bouche de Thierry lui-même. Dans la voix de Sophie se mêlait un profond mépris. Cela me dégoûte. Ça me donne envie de vomir. Qu'il m'ait acheté une bague en volant l'argent du traitement à un enfant qui n'est pas le sien. J'ai laissé cette bague sur la table. Non, ce n'est pas possible. À partir de maintenant, tout contact avec moi se fera par l'intermédiaire de mes avocats. Dites-le aussi à Thierry. Un bruit métallique se fit entendre et l'appel fut coupé unilatéralement. Seul un bip électronique continuait de résonner vainement à l'oreille de Monique. Elle raccrocha lentement le combiné et s'effondra sur le sol. Elle regarda dans le vide, la bouche entr'ouverte et le regard perdu. Sophie était partie. Le bébé sain de Thierry. L'illusion de la famille parfaite qu'elle avait tenté de protéger pendant 17 ans en nous écrasant, Lucas et moi. Tout s'était brisé en un instant.
J'observais cette figure lamentable de haut avec un regard froid qui ne ressentait aucune émotion. Manon, allons-y maintenant. Nous n'avons plus rien à faire ici. Quand je lui parlais en silence, Manon acquiesça sans dire un mot. Nous tournâmes le dos à Monique et quittâmes l'ancienne maison. Derrière nous, on n'entendait que les sanglots étouffés de ma belle-mère. En sortant, le vent froid nous caressa les joues. Amélie, ça va comme ça? Face à la question de Manon, j'inspirais profondément et regardais le ciel. Oui, avec ça, je pourrais enfin libérer Lucas de là. Je sentis les chaînes invisibles qui m'avaient lié pendant 17 ans se rompre en faisant du bruit. Cette nuit-là, je préparais le dîner pour Lucas dans la cuisine de la maison. Un ragoût peu assaisonné et une soupe chaude. Conçue pour la santé de Lucas, la maison était calme et l'atmosphère tendue de ne pas savoir quand on nous attaquerait, qui existait quand Thierry était là. Elle n'était plus là. Lucas faisait aussi ses devoirs de collège sur la table du salon avec une expression sereine. La normalité était revenue, du moins je le pensais. Quand soudain mon portable se mit à vibrer sur la table, le numéro qui apparut à l'écran n'était pas celui de Thierry, qui devrait être bloqué. En voyant le mot au téléphone public, j'eus un mauvais pressentiment. J'éteignis le feu et m'éloignai de la cuisine sans que Lucas s'en rende compte avant de répondre. Allô? Amélie, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. Ce que j'entendis de l'autre côté du combiné fut la voix plaintive et sanglotante de Thierry, au point de douter de mes propres oreilles. Au vu du bruit de fond, il semblait qu'il appelait d'une cabine téléphonique de l'hôpital. Je soupirai et répondis froidement. Que veux-tu? Je n'ai plus rien à te dire. Sophie est partie. Quand je suis rentré à l'appartement, il ne restait rien de ses affaires. La voix de Thierry était plongée dans la panique et tremblait horriblement. Ils vont m'opérer pour me mettre le défibrillateur. Une énorme chirurgie. Et cette femme m'a abandonné alors que j'étais malade. Ne trouves-tu pas ça cruel? Face aux paroles de Thierry, qui ignorait complètement ce qu'il avait fait et se posait en victime, je restais stupéfaite, au-delà de l'indignation. On t'a simplement fait la même chose que tu as faite à Lucas. Tu as ce que tu mérites. Je l'informai d'un ton monocorde et Thierry se mit à pleurer et à crier encore plus fort. Non, je ne vous ai pas abandonné. J'étais juste un peu fatigué. Amélie, je t'en supplie. Recommençons. Annulons le divorce. Je restais sans voix face à une telle exigence égoïste. Je suis malade. En tant que famille, tu as l'obligation de me soutenir. Lucas aussi est pitoyable s'il n'a pas de père. Je dis que je reviendrai à la maison pour vous. Je serrai fortement ma main droite tremblante avec la gauche. Ce n'était pas un tremblement de peur ou de tristesse, c'était un tremblement de colère intense contre un monstre infiniment égoïste déguisé en humain. Thierry utilisait seulement Lucas comme excuse parce qu'il avait peur d'être seul et malade. Thierry, je baissai la voix au maximum et dis en silence, te rends-tu compte des choses si cruelles que tu dis? Lucas en ce moment même essaie désespérément de surmonter la blessure d'avoir été abandonné par son père tout en supportant les douleurs de son cœur. Je ne pardonnerai jamais que tu utilises cet enfant que tu méprises en disant qu'il est pitoyable. Pour que nous te soignions. En tant que père de Lucas. Cesse de faire semblant d'être un père. Tu es un homme qui s'est réfugié dans l'illusion qu'il était sain et a abandonné le fils qu'il devait le plus protéger. Je lui présentai les faits froids sans y mêler aucune émotion. Quand nous souffrions, tu t'es enfui vers une autre vie. Le fait que tu sois tombé malade n'efface pas le fait que tu nous as trahis. Je sentis Thierry rester sans voix de l'autre côté. S'il te plaît, ne nous approche plus jamais. J'élèverai Lucas en considérant que son père est mort il y a longtemps. Attends, Amélie, ne m'abandonne pas. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Pour couper les cris pathétiques de Thierry, j'appuyai sur le bouton de fin d'appel. Dans la cuisine, où le silence était revenu, j'exhalai profondément. Thierry avait déjà tout perdu complètement. Son amante, sa maison, sa santé et aussi sa famille. Avec cela, tout était fini, du moins je voulais le croire. Cependant, le lendemain matin, après avoir envoyé Lucas au collège, alors que je nettoyais le salon seul, j'entendis la sonnette de la porte. En regardant par le vidéophone, je vis un homme d'âge moyen en costume que je ne connaissais pas. Pensant que c'était un démarcheur, je lui demandai ce qu'il voulait par l'interphone. Je regrette cette visite soudaine. Je m'appelle. L'homme montra une carte de visite à la caméra.
En voyant le nom de l'entreprise qui se lisait clairement, même à travers l'écran, je retins ma respiration. C'était l'entreprise de plomberie et de fourniture pour le logement où Thierry devait travailler. Vous êtes l'épouse de Thierry, n'est-ce pas? La vérité est qu'une grave fraude liée à votre mari a été découverte et que je dois vous en informer absolument. Les mots prononcés calmement par l'homme indiquaient que les mensonges de Thierry ne se limitaient pas à une simple infidélité ou à l'annulation de l'assurance. À ce moment-là, je me rendis compte pour la première fois que l'obscurité de 17 ans que Thierry tentait désespérément de cacher était bien plus profonde et noire que je ne le pensais. J'ouvris la porte et là se tenait l'homme d'âge moyen, un parfait inconnu. Je suis vraiment désolé de cette visite soudaine. L'homme, qui portait un costume gris, fit une profonde révérence et me tendit une carte des 2 mains. Le poste inscrit était celui de directeur des ressources humaines de l'entreprise de fourniture pour le logement de Thierry. L'homme qui s'identifia comme Monsieur Bernard avait un visage horriblement fatigué. Je le guidai au salon et lui servis un thé chaud. Monsieur Bernard ne toucha pas au thé et me regarda directement. Vous voyez. Ce matin, la subordonnée de Thierry, Sophie, a démissionné soudainement. Dès qu'il mentionna le nom de Sophie, je fronçai un peu les sourcils. Elle avait quitté l'entreprise. Pour tout abandonner et fuir Thierry, Sophie a laissé la lettre de démission avec des documents dénonçant les années de fraude commises par Thierry. La voix du directeur Bernard était lourde. J'attendis en silence qu'il continue. Le secret que Thierry gardait n'était pas seulement l'infidélité ou le vol de ma carte d'identité. Madame, saviez-vous que Thierry falsifiait les résultats des examens médicaux de l'entreprise depuis 3 ans? Je retins ma respiration. Il y a 3 ans. Cela coïncidait avec l'époque où la maladie de Lucas s'était un peu aggravée. Et je suppliais Thierry de faire des tests génétiques. C'est aussi à cette époque que Thierry a commencé à prendre en cachette ses pilules pour le cœur, disant que c'était à cause du stress du travail. Selon le règlement de notre entreprise, les employés présentant des risques graves, comme les maladies cardiaques, doivent être retirés des tâches commerciales les plus difficiles en dehors du bureau, dit Monsieur Bernard, articulant les mots avec tristesse. S'il quittait le département des ventes, il perdrait ses compléments de poste et son salaire baisserait considérablement. Thierry craignait cela et a falsifié un certificat médical d'une clinique privée, mentant à l'entreprise tout ce temps en disant qu'il était sain, la fierté de mépriser sa femme et de se considérer comme un soutien économique parfait. Pour protéger cela, il a trompé l'entreprise tout en détruisant sa propre vie. Cependant, la vérité qui sortit de la bouche du directeur Bernard n'était pas seulement cela. Selon la dénonciation de Sophie, Thierry avait falsifié des commandes à des sous-traitants. Monsieur Bernard se mordit la lèvre de frustration. Nous avons des soupçons qu'il a comptabilisé des dépenses fictives et s'est approprié indûment des fonds de l'entreprise pendant plusieurs années. En entendant ces mots, tous les événements étranges dans ma tête s'emboîtèrent parfaitement. Les sacs de marque et les montres chères que Thierry offrait à Sophie, les frais d'hébergement lors de leur voyage d'infidélité chaque week-end, tout cet argent qu'il ne pouvait pas payer avec son salaire normal, tout venait de l'entreprise. Cependant, l'argent détourné était aussi épuisé et il ne pouvait plus payer la compte du nouvel appartement avec Sophie. C'est pourquoi il a essayé de mettre la main sur ce compte d'épargne qui était la bouée de sauvetage de Lucas. L'entreprise a l'intention de procéder à un licenciement disciplinaire et d'exiger le remboursement total du montant détourné. Le directeur Bernard me fit une profonde révérence. La vérité est que lors de l'appel téléphonique de ce matin, Thierry m'a dit d'attendre qu'il allait faire en sorte que sa femme paie toute la dette avec ses économies. C'est pourquoi je suis venu confirmer les faits et vous consulter. Face aux mots du directeur Bernard, je ressentis une pitié qui dépassait même la colère. À quel point Thierry pouvait-il être lâche et pathétique? Il essayait d'utiliser les économies de la femme qu'il avait lui-même abandonnée pour couvrir ses crimes. Sachant que c'était l'argent que j'avais économisé en crachant mon sang pour la future opération de son propre fils. Je posai tranquillement sur la table un document que j'avais. Monsieur Bernard, mon divorce avec Thierry a été officiellement formalisé hier. Le directeur Bernard leva la tête surpris et regarda la copie du certificat de divorce. Je ne savais absolument rien que Thierry volait de l'argent à l'entreprise ni qu'il falsifiait les rapports médicaux. Mon fils et moi n'avons plus aucune relation avec cet homme. Face à ma voix froide et inébranlable, le directeur Bernard resta sans voix. Je vois. Thierry continuait de mentir, disant que vous étiez toujours mariés. Monsieur Bernard exhala un profond soupir et détourna le regard du document. Je vous présente mes 1000 excuses pour mon manque de respect.
Vous n'avez aucune obligation de rembourser quoi que ce soit. Nous prendrons des mesures légales strictes contre Thierry. Le directeur Bernard se leva et me fit une profonde révérence de nouveau. Après l'avoir accompagné à la porte, je la fermai en silence. Je tirai le verrou en sentant le contact froid du métal sur mes doigts et fermai les yeux. Avec cela, le château de mensonges de Thierry s'était complètement effondré. Son travail, son statut social, son argent et aussi sa famille pour protéger la façade d'un homme sain et parfait, il avait complètement détruit sa propre vie. En ce moment même, Thierry devrait être seul dans un lit d'hôpital, terrifié par la peur d'une grande chirurgie imminente dans une chambre où personne ne viendra lui rendre visite, attendant seulement la notification de licenciement disciplinaire. La demande de dommages et intérêts de l'entreprise et l'enquête policière. C'était le juste prix pour la solitude et la peur qu'il avait fait subir à Lucas pendant 17 ans. Je retournai à la cuisine et jetai mon thé froid dans l'évier. Tandis que je préparais un nouveau thé, mon cœur était étrangement calme. Il ne restait plus aucune trace de haine envers Thierry. Le temps de me consumer pour un tel homme était passé. Vivre ma vie et celle de Lucas. En ne pensant qu'à cela, je buvais mon thé chaud lentement. La ruine de Thierry était déjà en train de devenir quelque chose du passé pour moi. Mais cette histoire ne se terminerait pas encore avec la punition de Thierry. Au crépuscule de ce même jour, lorsque je sortis par la porte principale de l'immeuble pour aller faire des courses au supermarché, je vis une silhouette familière cachée derrière une colonne, sous le vent froid d'automne. C'était Sophie, courbée et le visage pâle, la femme qui hier m'avait crié au téléphone et avait ensuite disparu en abandonnant Thierry. Pourquoi Sophie était-elle devant mon immeuble? Dans ses mains, elle serrait une épaisse enveloppe avec le logo de l'hôpital. Sophie, en me voyant, courut vers moi avec des yeux suppliants. « Amélie, s'il vous plaît, accordez-moi une minute. » Sa voix tremblait, sur le point de pleurer. Elle était si faible qu'elle était inimaginable comparée à avant. En voyant l'enveloppe que Sophie me tendait, je compris ce qu'elle avait appris. La vérité désespérante à laquelle était confrontée une amante qui s'était laissée entraîner par les mensonges de Thierry et avait tenté de tout voler. Je m'arrêtai en silence en entendant la phrase qui lui échappa de ses mains tremblantes. Ce fut le moment où elle comprit pour la première fois la terreur que nous avions toujours portée. Devant l'entrée de l'immeuble, sous le vent froid d'automne, je regardais Sophie de haut. La confiance du maquillage parfait avait disparu de son visage et elle semblait horriblement amaigrie. L'enveloppe de l'hôpital qu'elle serrait dans ses mains tremblait légèrement. Entrez. Ce n'est pas l'endroit pour parler devant tout le monde. Je soupirai doucement et invitai Sophie à un café tranquille à proximité. Le café était vide au crépuscule et les sièges du fond étaient très calmes. Sophie, à peine assise, sortit un document de l'enveloppe d'une main tremblante. C'était un diagnostic officiel émis par le département de génétique d'un grand hôpital. Il détaillait les résultats des examens exhaustifs qu'elle avait passés pour son futur bébé. Le médecin me l'a dit. La voix de Sophie était rauque et difficile à entendre, qu'il y a une très forte probabilité que le fœtus hérite de la même mutation génétique du cœur que le père. Elle serra son ventre, qui commençait déjà à grossir fortement, des deux mains, comme si elle le rejetait. Je pensais qu'il mentait. Thierry disait que sa famille était parfaite. Il a promis à maintes reprises que si le bébé était avec moi, il naîtrait complètement sain, sans aucun problème. Je regardais le verre d'eau froide posé devant moi sur la table. Dans la voix de Sophie se mêlait la rage violente d'avoir été trahie et une terreur sans remède, mais il ne restait plus aucune trace de son ancienne arrogance. Thierry savait tout depuis le début, à la fois sur sa véritable condition médicale et sur l'historique génétique de sa famille. Je dis calmement, mais en mâchant chaque mot. Il t'a utilisé pour faire semblant d'être un homme sain et parfait et ainsi fuir sa propre réalité. M'utiliser. Ce n'est pas possible. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent et hésitèrent, incapables d'y croire. Oui, il fuyait la pression de prendre soin de Lucas et de moi, et il croyait sincèrement que s'il fondait une famille avec toi, qui est jeune, il se débarrasserait complètement de sa maladie et de sa responsabilité. Mes mots semblèrent s'enfoncer profondément dans le cœur de Sophie. Elle se mordit la lèvre et se mit à verser de grosses larmes. Et moi, Thierry m'a dit que tu étais froide et que tu ne l'aimais pas, que tu étais une femme lugubre qui l'entravait en prenant comme excuse un fils malade. C'est pourquoi j'ai vraiment pensé que je devais le sauver. En entendant cela, un sourire froid faillit m'échapper. Thierry me lançait aussi le même genre de mensonges pathétiques pendant notre mariage. C'était un homme qui n'aimait personne,
il n'aimait que lui-même et ses propres désirs. Thierry est maintenant sur le point d'être licencié pour avoir volé de l'argent à son entreprise. Face à cette phrase de ma part, Sophie retint sa respiration et resta stupéfaite. Elle n'en avait pas entendu un mot. De plus, son cœur est dans un état qui nécessite une énorme chirurgie. Bientôt, travail, argent, réputation. Il a tout perdu. Sophie se prit la tête à deux mains et s'appuya sur la table. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Sans travail, sans économie, élever cet enfant toute seule. Le désespoir de Sophie pouvait se résumer à ce qu'elle avait mérité. Cependant, en pensant à l'avenir du bébé innocent qu'elle portait, je ne pouvais pas simplement l'ignorer complètement. Sophie, je l'appelais en silence. Ce que tu as fait est impardonnable. Le fait que tu aies détruit ma famille et blessé profondément Lucas ne disparaîtra pas. Sophie tressaillit et me regarda timidement. Dans ses pupilles se lisait une profonde peur et un profond regret. Mais l'enfant que tu portes n'a aucune faute. Je sortis un petit bout de papier de mon sac. Dessus était écrit le numéro de contact du département de génétique de l'hôpital où travaillait le docteur Fournier. Appelle ce numéro. Le docteur Fournier vous fournira le soutien médical le plus approprié pour l'avenir de ton bébé et le tien. Sophie prit le papier des deux mains, versant des larmes et inclina profondément la tête. Pourquoi m'aidez-vous? Je vous ai dit des choses horribles. Je ne t'aide pas. Je ne veux simplement pas que tu te trompes en prenant des décisions concernant une vie. Je me levai et pris l'addition. Avec moi seul, c'est suffisant pour que la vie devienne folle à cause des mensonges de Thierry. Ne laissant que ces mots, je sortis du café. En sortant dans la rue, la brise froide soufflait sous le ciel qui s'assombrissait. Je ne sais pas comment Sophie survivra à partir de maintenant. C'est une croix qu'elle devra choisir et porter sur ses propres épaules. En rentrant à la maison, Lucas m'attendait avec ses devoirs étalés sur la table du salon. Maman, bienvenue. Aujourd'hui, on m'a félicité pour mon travail d'art plastique au collège. Lucas me montra son cahier avec un grand sourire. Rien qu'en voyant cette expression si lumineuse, je sentis l'oppression dans ma poitrine disparaître complètement. C'est bien, Lucas. Félicitations. Je caressai la tête de mon fils et commençai à préparer le dîner chaud. La ruine de Thierry et le désespoir de Sophie. Tout cela s'éloignait de nos vies. Nous commencions à marcher vers une nouvelle matinée, en marchant fermement de nos propres pieds, mais cela ne se terminait pas là. Quelques jours plus tard, nous recevrions la dernière communication d'un Thierry complètement isolé dans son lit d'hôpital. C'était une confession de la vérité, trop tardive, dont il s'était enfin rendu compte à la fin de sa vie. Quelques jours plus tard, dans l'après-midi, je reçus un appel sur mon portable de la travailleuse sociale de l'hôpital universitaire de Paris. Nous aimerions organiser une réunion concernant le futur traitement et le soutien post-hospitalisation de Monsieur Thierry. Sa voix avait un écho lourd et accablé. Je lui dis que nous étions déjà officiellement divorcés et fus sur le point de refuser catégoriquement. Cependant, elle ajouta avec un soupir, « Le patient insiste pour que vous soyez présente. » De plus, des représentants de son entreprise et sa mère viendront également. Nous aimerions tout clarifier maintenant que toutes les parties impliquées sont présentes. Je réfléchis un peu à ces mots. Si tous les complices des mensonges de Thierry se réunissaient au même endroit, je laissai Lucas au bon soin de ma sœur Manon et me rendis à l'hôpital. Je devais lui donner le coup de grâce pour couper définitivement les ponts. L'endroit désigné était une petite salle de réunion sans fenêtre. Au fond de l'aile de cardiologie, en ouvrant la porte, l'ambiance était lourde et dense. D'un côté de la grande table, Thierry était assis dans un fauteuil roulant. Il avait une perfusion au bras et semblait tellement rétréci qu'il ne restait presque rien de ce qu'il avait été. À ses côtés était assis le directeur Bernard avec une grosse liasse de papier devant lui et une expression sévère. Et une autre personne encore, Monique, sa mère, regardant le sol tout en serrant un mouchoir bon marché. Elle semblait avoir encore plus vieilli depuis que nous nous étions vus chez elle il y a quelques jours. Elle n'avait plus son fils aîné parfait et semblait horriblement pitoyable. Quand je m'assis en face, la travailleuse sociale commença à parler en silence. Concernant l'avenir de Thierry. Nous n'avons toujours pas qui prendra en charge le paiement de l'opération ni qui sera responsable de lui lorsqu'il sortira de l'hôpital. Thierry regarda Monique à ses côtés avec des yeux suppliants. Maman, peut-être que je serai renvoyé de l'entreprise. Laisse-moi rentrer à la maison un temps. Sa voix était rauque et très plaintive.
Tu ne pourrais pas retirer de tes dépôts à terme pour l'argent de l'opération? Je te le rendrai, je te le jure. Ce n'était pas la supplication d'un homme qui avait passé 17 ans à faire des airs, mais Monique ne voulait pas le regarder en face, elle secoua seulement la tête lentement, serrant le mouchoir d'une main tremblante. C'est impossible. Il n'y a plus d'argent nulle part. La voix de Monique était aussi desséchée qu'une feuille flétrie. Je l'ai tout dépensé pour les messes de votre père et pour faire bonne figure auprès des parents. Je l'ai dépensé pour me vanter auprès des voisins d'avoir un héritier parfait. Thierry ouvrit grand les yeux en entendant les mots de sa mère. Mais, et l'héritage de papa? Nous avons cette grande maison. La maison est très vieille et invendable. Je peux à peine payer les réparations et en plus, tu as volé de l'argent à l'entreprise et ton amant t'a abandonné. Les épaules de Monique commencèrent à trembler. Et en plus, tu m'as caché que tu avais la même horrible maladie que ton père. Monique ne put le supporter plus longtemps. Elle s'effondra sur la table et éclata en sanglots. Avec quelle tête vais-je regarder les voisins maintenant? Comment est-il possible que ma famille parfaite ait fini ainsi? Elle ne pleurait pas pour la maladie de son fils. Elle se lamentait seulement que son orgueil et ses apparences s'étaient complètement effondrés. Thierry resta prostré et sans force par le désespoir. À ce moment-là, le directeur Bernard s'éclaircit la gorge en silence. Thierry, la décision de l'entreprise est celle que je vous ai déjà communiquée l'autre jour. Il poussa froidement les documents vers Thierry. C'est la lettre de licenciement disciplinaire et la demande de dommages et intérêts pour l'argent détourné. C'est 50 000 € au total. L'ambiance dans la salle se figea encore plus. Thierry perdit ses couleurs et regarda les documents d'une main tremblante. 50 000. Je ne peux pas payer ce montant maintenant. Si vous ne pouvez pas payer, nous engagerons des poursuites pénales. C'est la décision de l'entreprise. Les mots du directeur Bernard étaient stricts et n'admettaient aucun compromis. Vous avez falsifié un rapport médical et trompé l'entreprise et en plus, vous avez impliqué votre subordonnée. Sophie. Il n'y a pas de place pour la pitié. Thierry se couvrit le visage de ses deux mains et laissa échapper un gémissement profond. Il n'avait plus aucune issue et ne pouvait plus donner d'excuses. Ayant tout perdu et complètement seul, le regard de Thierry se tourna enfin vers moi. Ses yeux reflétaient la couleur pathétique de quelqu'un qui se noie et s'accroche à une branche. Amélie, je t'en supplie. Il ne me reste que toi. Thierry se pencha en avant dans le fauteuil roulant et joignit les mains devant moi. Tu as les économies de Lucas, n'est-ce pas? Prête-les-moi. Ou les économies de ton travail à temps partiel. Peu importe. Ne m'abandonne pas. Je suis le père de Lucas. Vas-tu laisser mourir ta famille? Je fixai Thierry en silence. Ni colère, ni tristesse, ni même étonnement, simplement le passé où j'étais lié à cet homme si égoïste pendant 17 ans me semblait quelque chose de très, très lointain. J'inspirai en silence et ouvris la bouche lentement. En tant que famille, il est naturel de nous entraider. Est-ce cela que tu veux dire? Thierry acquiesça à plusieurs reprises avec désespoir. Oui, dans les mauvais moments, les couples doivent se soutenir. Je me suis trompé. Recommençons. Je ne vous abandonnerai pas. J'esquissai un sourire froid et sortis un papier de mon sac. C'était le certificat original de divorce que l'on m'avait remis au registre. Tu nous as coupés et nous as abandonnés, Lucas et moi, pour fuir quand tu étais au plus mal. Tu as toi-même déclaré que tu commencerais une nouvelle vie avec une amante jeune et saine. Tu as détourné le regard de la maladie de Lucas et tu as continué à fuir ta propre condition physique. Je laissai le certificat de divorce devant les mains tremblantes de Thierry. Et toi, tu viens maintenant me parler de liens familiaux? La dernière lueur d'espoir disparut du visage de Thierry. Toi et moi, nous ne sommes plus rien. Je n'ai pas un euro à te donner. Le père de Lucas est mort à l'instant même où il a fui ses responsabilités en apprenant sa maladie. Mes mots, froids comme la glace, résonnèrent dans la salle. Thierry resta muet, émettant un son sec du fond de sa gorge. Son visage se déforma complètement, sur le point d'être écrasé par le poids d'une erreur passée sans retour possible. Personne dans cette pièce ne l'aiderait plus. Monique continuait de pleurer. Le directeur Bernard lui lançait un regard glacial et je lui avais coupé les ponts. Thierry se pencha en arrière dans le fauteuil roulant et regarda le plafond d'un regard trouble. La fin de l'homme qui avait trompé et blessé son entourage pendant 17 ans pour fuir vers un endroit sûr était la solitude absolue.
Il ne laisserait aucun souvenir chaleureux dans la mémoire de personne. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Avec votre permission. Je me levai et me dirigeai vers la porte, sans regarder en arrière une seule fois. Derrière moi, j'entendis le petit sanglot de Thierry, mais je n'arrêtai pas mes pas. En sortant dans le couloir froid, l'odeur de désinfectant de l'hôpital me frappa le nez. Avec cela, la très longue bataille contre cet homme était vraiment terminée. Cependant, alors que je me dirigeais vers les ascenseurs, je vis le docteur Fournier s'approcher dans sa blouse blanche dans le couloir. En me voyant, il pressa le pas. « Amélie, puis-je vous demander un instant ?» Le visage du docteur Fournier était plus sérieux que d'habitude. « Je dois vous parler du futur traitement de Lucas. » Je sentis un tressaillement dans mon cœur. Je venais d'achever la ruine de Thierry et il me restait maintenant la mission la plus importante, protéger la vie de Lucas. La vérité est que, dans les résultats des tests de cette fois, nous avons remarqué un changement dans le cœur de Lucas. La voix tranquille du docteur Fournier résonna dans le couloir. Sans m'en rendre compte, je serrai fortement les anses de mon sac. Ce changement était-il une lueur d'espoir ou une nouvelle épreuve? En attendant les prochains mots de Fournier, j'entendis en arrière-plan le bruit métallique des machines dans les chambres. En effectuant des tests génétiques plus précis, nous avons découvert que la cardiomyopathie de Lucas est d'un type qui répond exceptionnellement bien à un nouveau traitement avec une combinaison spécifique de médicaments et un dispositif. Il me fallut quelques secondes pour assimiler ce qu'il me disait. Si c'était le cas, il y avait la possibilité que Lucas améliore considérablement son quotidien sans avoir à attendre une transplantation cardiaque. Ce fut comme si soudain tout s'illuminait devant mes yeux. Pour nous, qui avions marché à l'aveuglette dans l'obscurité pendant des années, c'était la première vraie lueur d'espoir. Cependant, l'expression du docteur Fournier n'était pas précisément de joie, elle avait plutôt l'air lourd et triste, tout comme lorsqu'il avait donné la mauvaise nouvelle à Thierry. Nous avons la voie médicale, mais le problème réside dans l'esprit de Lucas lui-même. Le docteur Fournier sortit un papier plié en deux de la poche de sa blouse. C'était le formulaire de consentement éclairé pour le nouveau traitement. La case de la signature était vierge. Lucas a refusé le traitement. Les mots du docteur Fournier dépassèrent complètement ma compréhension. Lucas était le garçon qui désirait le plus vivre et qui avait supporté la douleur sans la moindre plainte. Pourquoi? Après tout ce qu'il a combattu? Lui demandai-je presque sans voix et le docteur Fournier laissa échapper un soupir. Ce matin, Lucas est venu seul à ma consultation et alors le docteur Fournier me dit les mots aussi tristes qu'inévitables, que mon fils de 14 ans avait prononcés. Docteur, si je renonce à mon nouveau traitement, pouvons-nous utiliser cet argent pour sauver mon père? En entendant cela, tout devint noir autour de moi. Ce fut comme si une main glacée me serrait directement le cœur, m'empêchant de respirer. Lucas savait que son père était sur le point d'être renvoyé pour une grave maladie cardiaque. Il a probablement entendu Thierry pleurer et crier au téléphone public de l'hôpital. Hier, je m'appuyais contre le mur, essayant de soutenir mon corps qui menaçait de s'effondrer. Thierry, indigné parce que Sophie l'avait abandonné, est venu pleurer vers moi hier. Lucas avait tout vu, caché dans l'ombre. Son père, qui l'avait abandonné pour une nouvelle famille, maintenant pleurant de peur à cause de la maladie, ayant tout perdu. Lucas se blâme, continua le docteur Fournier, sa voix résonnant dans le couloir glacé. Papa est tombé malade parce que je lui ai donné beaucoup de travail et que je l'ai fatigué. Si je n'existais pas, papa serait en bonne santé. Il m'a dit. Ce n'est pas vrai. Lucas n'a aucune faute. Je criai, incapable de me contenir. Le cœur de Thierry est dû à sa propre génétique et au prix de sa corruption et de ses mensonges. Ce n'est absolument pas la faute de Lucas, mais cet homme, Thierry, continuait de jeter une malédiction sur le cœur de son fils jusqu'à la fin. Il avait accusé toute la famille pour pouvoir maintenir le mensonge qu'il était sain. Et ce fut le résultat. En tant que médecin, je lui ai expliqué la vérité, que la maladie de son père n'est pas de sa faute. Fournier regarda le formulaire et poursuivit. Mais le cœur d'un enfant de 14 ans ne se sauve pas seulement avec la logique. Lucas croit que s'il se fait soigner, son père sera abandonné et mourra. Si nous continuons comme ça, nous ne pourrons pas commencer le nouveau traitement. Si le patient lui-même n'a pas la volonté de vivre, il ne supportera pas la charge que cela représente pour le cœur. Le docteur Fournier me tendit le consentement vierge. Amélie, vous avez protégé et caché désespérément Lucas des mots et attitudes froides de Thierry.
J'acquiesçai légèrement. Je voulais être son bouclier pour qu'il ne voie pas le côté laid de son père. Mais en conséquence, cela a créé une illusion à l'intérieur de Lucas. L'illusion d'un moi qui a déçu un père parfait. Les mots de Fournier frappèrent exactement le point le plus faible de mon cœur. En tant que tiers, je me permets de vous placer devant la dernière décision. Le docteur Fournier me regarda fixement. Laissez Lucas voir Thierry en personne. Mais je restais sans voix. Je ne voulais pas rapprocher mon fils d'un homme si égoïste. Il était clair que Lucas en sortirait très mal. Vous devez laisser Lucas voir de ses propres yeux la réalité lamentable, faible et désastreuse de Thierry. Les mots du docteur Fournier sonnèrent presque cruels. La seule façon est que Lucas constate par lui-même que son père n'est pas quelqu'un de fort qu'il a abandonné, mais simplement un être humain faible qui fuyait sa maladie. Et même si cela blesse Lucas encore plus, même si cela se produit, il vaut mieux que de le laisser mourir étouffé par le sentiment de culpabilité d'une illusion. De plus, je crois en la force de Lucas. Je regardais le formulaire de consentement vierge que j'avais entre les mains. Mon amour, qui avait caché la vérité pour ne pas blesser Lucas, s'était retourné contre lui, l'enchaînant. Éloigner Thierry et couper la relation avec lui ne résolvait pas le problème de fond pour libérer véritablement Lucas de la malédiction. Lucas lui-même devait briser l'illusion de son père et lui dire adieu définitivement. J'inspirais profondément et silencieusement. Je comprends. Vous avez raison, docteur. La tension de mon visage se relâcha. Je levai la tête et fis une profonde révérence à Fournier. Je n'ai pas été capable d'effacer le père qui est dans le cœur de Lucas. Je ferai en sorte que le même règle cette affaire. Le docteur Fournier acquiesça en silence et me céda le passage. Je serrai le formulaire dans ma main et me dirigeai vers la chambre de Lucas. En ouvrant la porte, Lucas était assis sur le lit, regardant distraitement le crépuscule par la fenêtre. Son profil, impropre à un enfant de 14 ans, débordait d'une tristesse profonde et d'une résignation, un fils trop bon et trop naïf qui souhaitait sauver son père au prix de son propre avenir. Je m'approchai du lit et posai doucement une main sur son épaule. « Lucas, nous allons sortir un petit moment de la chambre. » Lucas se retourna, étonné. « Où ça ? J'ai déjà terminé tous les tests d'aujourd'hui. » Je le regardai directement dans les yeux et lui dis, tranquille, mais avec une forte détermination. « Nous allons voir papa parce que tu dois lui dire quelque chose toi-même. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent lorsque le fils qui avait été blessé par l'abandon de son père allait affronter le père qui avait tout perdu. Ce serait notre dernier obstacle inéluctable pour pouvoir véritablement marcher vers une nouvelle vie. Lucas me regarda fixement puis acquiesça brièvement mais clairement. Je n'oublierai jamais la lumière qui habitait le fond de ses yeux à ce moment-là. L'aile de cardiologie était dans un silence sépulcral. Dans le couloir ne résonnaient que mes pas et ceux de Lucas. Il poussait lentement le support de sa perfusion, avançant pas à pas avec fermeté. Je décidai de ne pas lui offrir ma main et de veiller en silence sur son dos. La chambre de Thierry était individuelle et un peu sombre, la plus éloignée du comptoir des infirmières. Devant la porte, Lucas respira profondément. Il semblait que le poids de la culpabilité qu'il avait liée lui collait encore à ce petit dos. Lucas posa la main sur la poignée métallique froide et ouvrit lentement la porte. À l'intérieur, il y avait une forte odeur de médicaments et l'ambiance était dense. Thierry, qui était assis sans force sur le lit, tressaillit, effrayé par le bruit de la porte. En nous voyant entrer, dans les yeux enfoncés de Thierry s'alluma une lumière suppliante. « Lucas, tu es venu ?» La voix de Thierry était rauque et incluait un écho horriblement pénible. Il ne restait plus rien de la figure qui élevait la voix à la maison et nous oppressait. Il avait une barbe de plusieurs jours, le visage livide et le cou qui dépassait de sa blouse semblait terriblement maigre. C'était la véritable image de l'homme qui avait interprété le sujet sain et parfait pendant 17 ans. Thierry se pencha en avant depuis le lit et tendit des mains tremblantes vers Lucas. « Tu comprendras, n'est-ce pas ? Combien papa souffre. » Thierry, d'une voix larmoyante, commença à parler comme s'il était le protagoniste d'une tragédie. « Ils vont me renvoyer de l'entreprise. Et cette femme, Sophie, m'a laissé tomber alors que j'étais malade. Je suis resté immobile près de la porte sans dire un mot. Aujourd'hui, je n'interviendrai pas. J'avais décidé que Lucas lui-même verrait le vrai visage de cet homme. » Profitant de mon silence, Thierry continua. « Papa doit être opéré bientôt. Une très grosse opération, mais je n'ai pas d'argent.
Thierry serra fortement les draps et tenta de regarder Lucas par en dessous. Tu as tes économies, n'est-ce pas? Tu me les donnerais, s'il te plaît? Je suis ton père. Il est normal que la famille s'entraide quand quelqu'un a des difficultés. En entendant ces mots, l'ambiance de la pièce se figea. Un père essayant d'arracher l'argent du traitement à son fils de 14 ans pour se sauver, essayant de faire supporter à son fils malade le coût de ses dettes créées par la malversation et l'infidélité. Je n'avais jamais vu un être humain aussi ignoble et laid de ma vie. Lucas lâcha le support de la perfusion et s'approcha lentement du lit de Thierry. Ni en colère ni en pleurs, il regardait simplement le visage de son père de haut. Je t'en supplie, Lucas. Dis-le aussi à ta mère. De ne pas m'abandonner. Supplia Thierry encore plus. Papa est parti de la maison parce qu'il était un peu fatigué. Je sentais que la pression de prendre soin de toi allait m'écraser. Alors pardonne-moi. Si nous avons de l'argent, nous trois pourrons recommencer. Thierry tenta de prendre la main de Lucas, mais Lucas recula en silence, esquivant la main. La main de Thierry resta suspendue en l'air inutilement. Papa. La voix qui sortit des lèvres de Lucas fut terriblement calme. Aujourd'hui, je suis allé voir le docteur Fournier. Thierry cligna des yeux, étonné. Lucas sortit de la poche de son pyjama le papier plié en 4. C'était le consentement du nouveau traitement que le docteur Fournier m'avait montré il y a un instant. Ma maladie, dit-on, peut beaucoup s'améliorer avec un médicament et un nouveau traitement. Lucas ouvrit le consentement et le montra devant les yeux de Thierry. Mais j'allais le refuser. Je pensais que si je renonçais à mon traitement, je pourrais utiliser l'argent pour te sauver, papa. Le visage de Thierry s'éclaira un instant. Ah, oui. Alors tu vas le faire pour moi? Non. La voix froide de Lucas coupa sans pitié la joie de Thierry. Je pensais que tu étais parti de la maison parce que j'étais malade et que je causais beaucoup de problèmes. Je me suis beaucoup blâmé, pensant que c'était de ma faute si papa souffrait. Les mots de Lucas étaient calmes, mais avaient une force indéniable. C'est pourquoi je voulais que, même si cela me coûtait la vie, papa guérisse. Je croyais que je devais assumer la responsabilité. En entendant cela, Thierry détourna un peu le regard, mal à l'aise. Eh bien, tu as aussi causé pas mal de problèmes, mais à partir de maintenant. Mais ce n'est pas comme ça. Lucas fixa Thierry. Dans ses yeux ne restait plus aucune trace de peur ni du respect qu'il ressentait auparavant pour son père. Papa n'était pas fatigué de prendre soin de moi. C'est que pour commencer, tu n'avais rien fait. Les mots de Lucas transpercèrent la poitrine de Thierry comme des épées affûtées. Papa, la seule chose qui se passait, c'est que tu avais peur de tomber malade. Tu mentais en disant que tu étais sain, tu rejetais tout le poids sur maman et tu passais ton temps à fuir. Les lèvres de Thierry commencèrent à claquer. Mensonge. Je me suis tué au travail pour vous. Mensonge. Lucas le coupa sèchement et impitoyablement. Tu as volé de l'argent à ton entreprise, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est de la faute de ma maladie? Un silence glaçant s'empara de la pièce. Thierry, la bouche ouverte, haletait, incapable d'émettre le moindre son. Son fils de 14 ans avait vu à travers tous ces mensonges et lui jetait à la figure son insondable lâcheté. Les mots de Lucas montraient qu'il n'avait pas abandonné sa famille parce qu'il était fort, mais parce qu'il était un homme sans aucune valeur. Papa, le ton de Lucas baissa un peu plus. Peut-être que ma maladie, c'est toi qui me l'as transmise. Mais je ne serai jamais comme toi. Je ne fuirai pas. Je ne blâmerai personne et je ne mentirai pas. Je lutterai contre ma maladie avec maman. Lucas se dirigea vers la petite table de nuit à côté du lit et prit un stylo qui s'y trouvait. Et avant que Thierry ou moi puissions l'arrêter, il écrivit son nom avec force dans l'espace vierge des signatures. Le son du stylo sur le papier résonna froidement dans le silence. Les lettres de son nom tremblaient un peu, mais il n'hésita pas un instant. Ce fut l'instant où Lucas choisit de vivre de sa propre volonté, se libérant pour toujours du sortilège de son père. Il posa le stylo et serra le consentement contre sa poitrine. Adieu, papa. Lucas regarda Thierry de haut pour la dernière fois et acquiesça en silence. Merci d'avoir été mon père jusqu'à présent, mais nous ne nous reverrons plus jamais. Ce n'étaient pas des mots prononcés par la colère ou la haine. C'était un adieu froid et lourd pour couper court à un passé inutile. Thierry ne put prononcer un seul mot, complètement pétrifié sur le lit.
La déception et l'indifférence absolue de son fils étaient le plus grand châtiment pour un homme qui avait passé 17 ans à ne protéger que son orgueil. Même s'il pleurait le reste de sa vie, le cœur de cet enfant ne reviendrait plus jamais vers lui. Allons-y, Lucas. Je lui dis à voix basse et ouvris la porte. Lucas acquiesça en silence et sortit de la chambre en poussant la perfusion. Je jetai un dernier coup d'œil à Thierry, qui commençait à sangloter, effondré sur le lit. Son dos était horriblement petit et pathétique, mais je ne ressentais aucune pitié. Lorsque nous sortîmes et marchâmes quelques pas dans le couloir, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. 3 hommes sortirent d'un pas lourd. L'un était le directeur Bernard et les 2 autres étaient des hommes en costume sombre et au regard perçant. Sur leurs vestes, on distinguait des insignes de la police nationale. Je m'arrêtai et les vis se dirigeaient directement vers la chambre de Thierry. Le directeur Bernard me reconnut et fit une brève inclinaison. Je compris profondément la signification de ce geste. L'enquête interne de l'entreprise avait conclu. La plainte officielle avait été acceptée et la police agissait enfin. Nous entendîmes le bruit de la porte s'ouvrant et les hommes entrant. Quelques secondes plus tard, le cri désespéré de Thierry résonna dans le couloir. « Attendez, s'il vous plaît. Je suis malade. Je dois être opéré du cœur. C'est grave. » La voix de Thierry était rauque et pathétique depuis l'intérieur de la chambre. La supplication plaintive de Thierry nous parvint clairement, à Lucas et à moi, qui nous étions arrêtés, mais la voix basse du policier qui était entré n'eut aucune compassion et coupa court à Thierry. « Nous avons déjà été informés de votre état de santé par le docteur Fournier. Nous exécuterons l'ordre d'arrestation et prendrons votre déposition sous surveillance médicale à l'hôpital. Le fait que vous ayez détourné de l'argent de l'entreprise pendant des années n'a rien à voir avec votre maladie actuelle. » Face à ces faits purs et froids, Thierry resta muet. Non, ce n'était qu'un prêt. Je pensais le rembourser avec les économies de ma femme. Les excuses, vous nous les raconterez au commissariat. Accompagnez-nous, s'il vous plaît. De l'intérieur de la chambre, on n'entendait pas Thierry opposer de résistance ou se débattre. Seulement le bruit du fauteuil roulant qui grinçait en étant forcé de s'asseoir et les gémissements étouffés par le désespoir. Je ne regardais pas par l'entrebâillement de la porte, mais je pouvais l'imaginer parfaitement. Thierry, pâle comme la mort, se couvrant le visage de ses 2 mains dans le fauteuil roulant tandis qu'il s'effondrait, sans force même pour crier ou supplier pardon. Écrasé par le poids de ses propres mensonges, retenant sa respiration en silence. Pour quelqu'un qui avait interprété l'homme parfait et saint, nous méprisant pendant 17 ans, il n'y avait pas de plus grande humiliation que d'être escorté par la police. Lucas. Je caressai légèrement la fine épaule de Lucas, tournai le dos à la porte et nous nous dirigeâmes vers l'ascenseur. Nous n'avions plus besoin d'écouter le bruit du fauteuil roulant. Quelle peine Thierry recevrait-il et dans quel genre de solitude affronterait-il la chirurgie? Cela ne m'importait plus du tout. Ce fut l'instant où les chaînes invisibles qui nous avaient liés pendant 17 ans se brisèrent complètement. En franchissant les lourdes portes automatiques de l'hôpital, le vent froid d'automne nous caressa agréablement les joues. Le ciel était haut et dégagé, et le soleil du soir teintait Paris d'une paisible couleur orange. Maman. Lucas s'arrêta soudain et regarda fixement le consentement de son nouveau traitement qu'il avait collé à sa poitrine. Nous n'avons plus à nous inquiéter pour papa, n'est-ce pas? Dans ses paroles, il n'y avait plus de doute, ni l'écho de quelqu'un de triste qui se culpabilisait. C'est ça, la maladie de papa et le crime qu'il a commis, c'est tout parce qu'il a choisi ce chemin. Je caressai ses cheveux doux. Lucas, à partir de maintenant, tu n'as qu'à penser à guérir ton cœur et à quel genre d'adulte tu veux devenir. Lucas acquiesça et rangea soigneusement le consentement dans son sac à dos. Son profil montrait une volonté inébranlable et calme. Plus fort que jamais, ce n'était pas le visage de l'enfant faible qui craignait son père, mais celui d'une personne décidée à prendre sa vie en main. Le lendemain matin, je reçus un message de ma sœur Manon, Amélie. Thierry a été formellement arrêté. Un petit article est paru ce matin dans les nouvelles locales. Pendant que je préparais le déjeuner pour Lucas dans la cuisine, j'écoutais Manon par le haut-parleur du portable. Falsifier des dépenses pour voler l'entreprise et les dépenser pour faire la fête avec son amante. Quel homme pathétique et sans fond. Face au ton étonné de Manon, je continuai à travailler et acquiescer. Et que fait Monique? Je suppose que la police l'aura contacté, lui demandai-je. Et Manon laissa échapper un soupir froid au téléphone. L'histoire de Monique est aussi terminée. Elle l'a bien cherché.
Comme Manon m'a expliqué. Monique, en apprenant l'arrestation de Thierry, a fait une crise de panique brutale et ne peut plus sortir de chez elle. Que la malversation et l'arrestation de Thierry aient été connues dans tout le quartier. Que son fils parfait soit un criminel. Pour quelqu'un comme Monique, qui valorisait les apparences plus que tout, cela a été la pire des tortures. Les membres de la famille l'ont isolée parce qu'elle leur faisait honte et elle passe ses journées à pleurer à chaudes larmes au fond de cette vieille maison. Il semble que l'entreprise exige qu'elle paie les dommages et qu'elle soit en train de vendre la maison. Mais comme la maison tombe en ruine, ils ne savent pas si elle pourra payer toute la dette avec la vente. Pour maintenir le mensonge d'une famille saine, ma belle-mère nous a traités, Lucas et moi, de produits défectueux, son château de vanité. En élevant un menteur parfait comme Thierry, elle a fini par s'effondrer spectaculairement par sa propre faute. Eh bien, cela n'a plus rien à voir avec nous, répondis-je calmement en éteignant le feu. Manon me soutint également avec force. Exactement. Tu as tout à fait raison. Tu peux oublier ces gens-là. Ah, et le blocage du compte d'épargne de Lucas à la banque a été levé. Tout l'argent pour son traitement futur est complètement en sécurité. Ces économies, fruit de me priver d'acheter des vêtements et de travailler jusqu'à l'épuisement pendant 11 ans sans rien gaspiller. L'argent si précieux que Thierry a tenté de voler si facilement pour la bague et le petit appartement de son amante, pourra maintenant être utilisé enfin pour son but réel, pour le nouveau traitement de Lucas et pour un avenir plein d'espoir. Je raccrochai le téléphone, regardai le ciel bleu que l'on voyait par la petite fenêtre de la cuisine et respirai. Tout est fini. Ces jours, à retenir mon souffle par crainte de la mauvaise humeur de Thierry, à supporter les grossièretés de Monique, à tenir bon juste pour que le temps passe, ces jours d'angoisse ne reviendront pas. Je n'éprouvais plus aucune joie macabre d'avoir été vengé, mais seulement un profond soulagement, une sensation de paix après une très longue tempête, d'avoir enfin repris les rênes de ma vie et de celle de mon fils. Cet après-midi-là, nous avons de nouveau visité la consultation du docteur Fournier pour lui remettre le consentement du nouveau traitement signé par Lucas lui-même. Le docteur Fournier a reçu le papier, a regardé attentivement la signature de Lucas dans la case et a dit « Tu as pris une grande décision, Lucas. Nous commencerons des tests et des traitements un peu difficiles, mais nous ferons des efforts ensemble. » Lucas a acquiescé avec énergie. « Oui, merci beaucoup. Je suis sûr que je guérirai complètement. » Sa réponse était catégorique. Dans sa voix, il ne restait plus cet écho triste de celui qui se sentait un fardeau. Le docteur Fournier m'a regardé aussi et m'a fait une profonde révérence pleine de respect. « Amélie, vous avez merveilleusement supporté et protégé Lucas tout ce temps. À partir de maintenant, notre équipe vous soutiendra au maximum avec tous les moyens médicaux. » À ce moment-là, les larmes que je n'avais pas versées une seule fois devant personne en ces 17 ans furent sur le point de déborder. J'avais toujours lutté seul, sans pouvoir compter sur personne, supportant les mensonges de Thierry et les mépris de Monique, juste pour protéger la vie de Lucas. Je sentis pour la première fois que je pouvais enfin enlever la lourde armure qui couvrait mon cœur. Je me mordis la lèvre inférieure pour retenir mes larmes et fis une profonde révérence au docteur Fournier. Je vous remercie énormément. Je vous confie l'avenir de Lucas. Après être sortis de la consultation, nous marchions dans le couloir lumineux de l'hôpital avec notre nouveau programme de traitement. Nos pas étaient incroyablement légers et le paysage que nous voyions autour de nous nous semblait radieux. Cependant, juste au moment où nous nous dirigions vers la porte principale de l'hôpital, la porte automatique s'ouvrit et une femme entra, la tête basse. Elle tenait son énorme ventre des deux mains et marchait le visage extrêmement pâle. C'était Sophie. Elle nous remarqua et s'arrêta, les yeux grands ouverts. Je ne m'arrêtai pas. J'essayais simplement de passer à côté d'elle en silence. Il ne me restait plus de mots pour la vie qui attendait quelqu'un qui avait été entraîné par les mensonges de Thierry, perdant tout. Mais juste au moment de nous croiser, Sophie murmura d'une voix très basse, tremblante. « Amélie, vraiment, je suis tellement désolée pour ça. » Sophie s'arrêta, se tourna vers moi et fit une révérence profonde et prolongée. Dans sa main, elle serrait les épais documents médicaux qu'on venait de lui donner en génétique. Je ne sais pas si ces excuses étaient pour avoir brisé ma famille, pour avoir offensé la vie de Lucas ou simplement le fruit de la résignation. Je ne sais pas non plus ce qui se passait dans son esprit en s'excusant. Je remarquai seulement que ses épaules tremblaient légèrement et je vis une larme silencieuse tomber à ses pieds. Je ne m'arrêtai pas et ne me retournai pas, je passai simplement en silence. Je ne lui pardonnerai jamais. Le temps qu'elle m'avait volé et la cicatrice qu'elle avait laissée dans le cœur de Lucas ne se guériraient pas avec de simples excuses.
Malgré tout, je pensais qu'à partir de maintenant, au lieu de fuir, elle devrait affronter la vie qu'elle portait en elle. Contrairement à Thierry, qui utilisait toujours des mensonges confortables pour s'enfuir, elle était restée. Avec cette seule pensée dans un coin de ma tête. Je traversai la porte vitrée. En sortant dans la rue, la douce brise du soir nous caressa. Un semestre passa, les saisons suivirent leur cours et après le long et rigoureux hiver, la douce brise du printemps commença à souffler sur Paris. Au début, le nouveau traitement de Lucas fut un peu difficile à cause des effets secondaires. Cependant, grâce au soutien inconditionnel du docteur Fournier, il montra peu à peu des résultats étonnants. Les arythmies diminuèrent presque complètement et sa vie quotidienne retrouva un cours normal, sans pratiquement aucune restriction. Maman, je pars dans l'entrée. Le matin, Lucas met ses chaussures d'une voix animée. Lui, qui autrefois ne pouvait même pas monter les escaliers sans être essoufflé, marchait maintenant d'un pas assuré vers sa classe de collège. La couleur était revenue sur ses joues et il avait retrouvé l'expression pleine de vie propre à un garçon de 14 ans. Fais attention et ne te surmène pas trop. En lui disant cela, Lucas acquiesça avec énergie et s'enfuit vers la lumière du printemps. Chaque fois que je voyais ce dos fort disparaître, ma poitrine se remplissait d'un soulagement chaleureux. Lucas n'était plus le fils triste qui s'excusait auprès de son père en prenant sa maladie comme excuse. C'était une personne forte qui prenait soin de sa vie et avançait vers l'avenir. Après le départ de Lucas, je débarrassai la table et prêtai attention aux nouvelles à la télévision. Tout le monde parlait déjà du printemps. En ce temps serein, je me souvins soudain de ce que Manon m'avait raconté sur le dénouement de Thierry. Son opération du cœur s'est bien passée et lui a sauvé la vie. Cependant, à cause de la plainte de l'entreprise, il a été condamné à une peine de prison ferme pour délit de malversation. Les crimes qu'il a accumulés pour maintenir le mensonge de sa santé parfaite lui ont arraché son prestige et sa liberté. Maintenant, confiné derrière des murs froids, terrifié par le poids des vies qu'il avait détruites et par sa propre maladie, il purgeait sa peine totalement seul. Monique a également eu une fin conforme à ses actes. Pour payer l'indemnisation à l'entreprise, elle n'a eu d'autre choix que de vendre cette vieille maison qui était toute sa fierté. Voisins et parents lui ont tourné le dos, la traitant comme la mère d'un criminel et l'isolant sans sa famille parfaite. On m'a dit qu'elle vivait maintenant discrètement dans un petit appartement en location et travaillait à l'heure. Sophie a accouché sans problème et élève son fils seul tout en se rendant régulièrement aux consultations avec le docteur Fournier. Elle n'est jamais allée rendre visite à Thierry en prison. Je suppose que pour protéger l'avenir de l'enfant, elle a coupé tous les liens avec cet homme. La famille de mensonges qui entourait Thierry s'est effondrée spectaculairement. Même en entendant ces nouvelles, mon cœur n'éprouvait aucune joie macabre pour la vengeance accomplie. Elles semblaient des événements d'un autre monde lointain. Elles ne me causaient aucune émotion. J'avais cessé de me consumer pour ce genre de personnes depuis longtemps. Un après-midi de week-end, je suis allé au cimetière de Montparnasse avec Lucas pour visiter la tombe de mes parents, décédés il y a longtemps. Pendant les 17 ans de notre mariage, Monique donnait toujours la priorité à ces événements familiaux et je n'avais presque jamais pu visiter les tombes de mes propres parents. J'ai nettoyé soigneusement la pierre tombale avec une éponge et Lucas a placé de nouvelles fleurs. J'ai fermé les yeux en joignant les mains en silence. Papa, maman, cela a été difficile, mais j'ai enfin retrouvé ma vie. J'ai parlé à mes parents en mon fort intérieur. Lucas a énormément grandi et continue d'avancer sans céder à la maladie. Personne ne pourra plus nous mépriser ni nous faire de mal. Alors, s'il vous plaît, reposez en paix. En ouvrant les yeux, je vis qu'à mes côtés, Lucas avait aussi les yeux fermés, le visage sérieux et les mains jointes. Lucas, qu'as-tu demandé ? Lui demandai-je doucement. Et Lucas ouvrit les yeux en riant un peu gêné. Je n'ai rien demandé. Je les informais. Lucas inclina de nouveau la tête vers la pierre tombale. J'ai raconté aux grands-parents mon rêve d'avenir. Que je veux être médecin comme le docteur Fournier pour aider les gens qui souffrent de maladies. Que je serai un adulte fort, qui affrontera les gens sans fuir et que je veux qu'ils me voient. Dès qu'il a dit cela, une émotion si grande m'a envahi que je suis resté sans voix. Ayant eu un homme comme Thierry comme mauvais exemple, Lucas est devenu un garçon au cœur droit et aimable. Il ne déteste pas l'épreuve que représente sa maladie, mais il est prêt à la transformer en force pour aider les autres. Je suis sûr que tu y arriveras. Si c'est toi, tu y arriveras. Je serrai l'épaule de Lucas contre la mienne avec fermeté et pleurai en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse.
La tension accumulée de 17 ans se libérait enfin. C'étaient des larmes de soulagement. Lucas me tapota aussi le dos et ensemble, nous regardâmes le ciel. Le ciel très haut du printemps semblait bénir notre nouveau départ. En rentrant, nous nous promenions lentement sur l'avenue vers la gare. Le vent soufflait et les pétales des arbres en fleurs commençaient à tomber comme de la neige autour de nous. « Maman, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner ?» demanda Lucas d'une voix joyeuse. « Eh bien, ce que tu aimes le plus, des steaks hachés. Aujourd'hui, j'achèterai beaucoup de viande au supermarché. »« Bien, je t'aiderai à cuisiner. » Dans cette conversation quotidienne entre mère et fils, il y avait des sourires sincères de vraie famille, quelque chose que nous n'avons jamais eu dans cette maison où nous devions retenir notre souffle en fonction de l'humeur de Thierry. J'adaptai mon pas à celui de Lucas. Nous n'avions plus à nous effrayer du sombre souvenir du passé. Cette paix que nous avons obtenue est authentique. Personne ne nous l'arrachera avec des mensonges. Ce sourire triomphal de l'ex-mari qui disparut à peine quelques minutes après le divorce, ce ne fut pas seulement parce qu'il fut assailli par la terreur de perdre sa nouvelle famille. Ce fut l'instant précis où l'égoïsme de croire qu'il serait le seul sain et heureux en fuyant et en abandonnant sa femme et son fils, fut complètement réduit en poussière. Je ramassai dans la paume de ma main un pétale qui volait au vent et, avec Lucas, je marchai d'un pas ferme vers un nouveau lendemain. Qu'avez-vous pensé de l'histoire, cher lecteur? Parfois dans la vie, des épreuves inattendues vous assaillent, vous vous sentez trahi par ceux en qui vous aviez confiance ou votre volonté est sur le point de se briser face à une réalité injuste. Mais les personnes qui choisissent de vivre une vie pleine d'excuses et de mensonges, échappant à leurs faiblesses, ne trouveront jamais le véritable bonheur. Évitez de fuir et vivre avec honnêteté, ne pas se baser sur ce que les gens diront, mais rester ferme sur ses propres pieds pour ce que l'on doit vraiment protéger. Je crois sincèrement que cet engagement silencieux est ce qui vous donne une véritable force et un refuge chaleureux. Et aussi sombre que soit le chemin, la lumière de l'aube arrivera toujours pour ceux qui sont sincères.